Il y a deux choses que chaque marin redoute, sombrer dans les profondeurs et le feu en mer. Les espaces confinés d'un navire peuvent rapidement consommer tout l'oxygène en cas d'incendie. Et malgré une réserve d'eau infinie autour de vous, il peut être très difficile d'éteindre un incendie. Voici une compilation de certains des pires incendies en mer. Vous avez peut-être déjà vu certaines de ces histoires individuellement sur cette chaîne, alors utilisez les chapitres dans la description ci-dessous pour naviguer entre les histoires de cette compilation. Le Doña Paz est la plus grande catastrophe de ferry en temps de paix au monde, ayant coûté la vie à près de 4500 personnes en moins d'une heure. Cet accident met en lumière une industrie qui a coûté la vie à des milliers d'autres personnes. Mais est-ce la partie émergée de l'iceberg ou simplement de la malchance ? Valeriana Douma a 14 ans. Son employeur l'appelle Valérie. Valérie travaille pour une famille à Tacloban, aux Philippines, comme domestique. Son père n'aime pas ça, mais la famille a besoin d'argent supplémentaire. L'un des avantages du travail, c'est que lorsque la famille voyage à Manille, ils emmènent Valérie avec eux. Le 20 décembre 1987, à 5 jours de Noël, Valérie est sur les quais avec ses employeurs. Ils embarquent sur le ferry Doña Paz. Valérie aime aller à Manille, mais n'apprécie pas le trajet en ferry. C'est toujours bondé, et maintenant, à quelques jours de Noël, le ferry est encore plus bondé que d'habitude. Les employeurs de Valérie ont réservé des billets sans penser à l'emmener, donc ils n'ont pas de billets pour elle. Arrivé à la porte, ils découvrent que tout est vendu, mais l'agent accepte un pot de vin et fait entrer Valérie et son employeur. Une pratique fréquente, surtout durant les fêtes. Alors qu'il se fraye un chemin parmi des centaines de personnes assises ou allongées dans les couloirs, Valérie se rend compte qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir, sauf sur le pont supérieur, tout à l'arrière du navire. Les employeurs de Valérie sont inquiets, mais ont déjà vu cela. Ils lui disent qu'à Noël, le navire est si plein qu'il manque de gilets de sauvetage pour tous. Alors ils lui en ont acheté un. Une petite pointe de peur lui traverse l'estomac. Elle n'aime pas l'idée d'avoir besoin d'un gilet de sauvetage. Le Doña Paz était un ferry construit au Japon en 1963. Lorsqu'il a été lancé, il avait une capacité de 608 passagers, plus un équipage d'environ 50 personnes. Il a été transféré aux Philippines en 1975 lorsque son nouveau propriétaire, la compagnie Sulpicio Lines, l'a déployé pour transporter jusqu'à 1518 passagers entre Manille et Cebu. En 1979, il a pris feu en mer. Heureusement, les 1164 passagers et membres d'équipage ont tous survécu, parce que le navire a été échoué dans des eaux peu profondes, ce qui a offert une voie d'évacuation. Il a été ravagé par l'incendie et déclaré perte totale. Sulpicio Lines a réclamé auprès de leur assurance, puis a racheté et reconstruit l'épave. Pendant qu'ils y étaient, ils ont ajouté 2 ponts supplémentaires aux 2 ponts d'origine, mais ils n'ont pas mis à jour son certificat de stabilité, qui évalue la stabilité du navire lorsqu'il flotte. Ce qui est plus important, c'est la capacité d'augmenter le nombre de passagers. En tant que navire amiral de la compagnie Sulpicio, il est réaffecté à une ligne entre Tacloban et Manille, avec une escale à Catbalogan, qu'il effectue 2 fois par semaine. Le Doña Paz part de Tacloban à 6h30, fait escale à Catbalogan, puis rejoint Manille pour arriver à 4h le lendemain. Valérie est assise tranquillement, blottie sur le pont arrière. Un homme près d'elle se soulage par-dessus le bord du navire. Il y a trop de monde pour qu'il atteigne les toilettes. Le capitaine du Doña Paz, Eusebio Nazareno, et son équipage font tout leur possible pour satisfaire leurs passagers, ou peut-être pour accueillir encore plus de passagers. Heureusement, le temps est calme et clair, la mer est un peu agitée, mais Valérie ne s'en soucie pas trop tant qu'il fait chaud et sec. Pour un ferry comme le Doña Paz, ces conditions sont presque idéales, alors passagers et équipage s'installent pour le voyage. Aux alentours de 22h30, le Doña Paz se trouve dans le détroit de Tablas. Apparemment sorti de nulle part, un pétrolier apparaît presque immédiatement devant le Doña Paz. Il entre en collision avec le pétrolier dans une explosion de métal tordu. La cargaison pétrochimique du pétrolier s'enflamme et se déverse dans le ferry. Le pétrolier Vector, long de 51 mètres, voyage de Bataan à Masbate avec plus d'1 million de litres d'essence et de produits pétroliers. Il est affrété par Caltex, qui est une coentreprise entre Chevron et Texaco.
Le Vector est doté d'un équipage de 13 personnes, mais le capitaine du navire et son premier officier ne sont pas qualifiés pour leur poste. Passagers et équipage du ferry sont brusquement réveillés, tandis que panique et flammes engloutissent les navires. Les flammes provenant de la cargaison du pétrolier se répandent sur la mer et forment un chaudron de flammes flottantes qui s'étend sur des centaines de mètres de diamètre. Pour éviter le feu à bord du navire, les passagers sautent par-dessus bord dans la mer en flammes. Ils doivent traverser les flammes, des corps calcinés, la fumée noire et des eaux infestées de requins. À bord, les passagers cherchent des gilets de sauvetage, mais ils sont enfermés et il n'y en a clairement pas assez pour près de 4500 personnes sur le ferry surchargé. La température monte, l'essence du pétrolier continue de se répandre dans l'océan, alimentant le feu autour des deux navires. Valérie est brusquement réveillée d'un sommeil léger. Un homme à côté d'elle est avec sa fille. Il crie aux gens de quitter le ferry. Cet homme, c'est Salvador Bascal, un pêcheur qui a déjà vu des flammes sur des bateaux et qui sait à quelle vitesse elles peuvent se propager. Maintenant, Valérie ressent quelque chose de différent. Elle est soulagée d'avoir un gilet de sauvetage et terrifiée à l'idée de devoir s'en servir. Mais elle ne va pas attendre de voir si les flammes atteindront l'arrière du navire. Elle voit les flammes sur l'eau et le cercle s'agrandir rapidement, alors elle saute par-dessus bord avec Salvador et sa fille. Un navire aperçoit l'explosion et se dirige vers les flammes. Il faut 1 heure au Miss Don Claudio pour s'approcher aussi près que possible en toute sécurité, puis il jette un filet par-dessus bord pour que les survivants puissent pas en grimper. En réalité, il ne s'approche qu'à 2 miles des navires en feu. S'approcher davantage signifierait commencer à naviguer dans des zones d'eau enflammées, ce qu'un capitaine censé éviterait afin de protéger son navire et son équipage. Heureusement, il arrive à l'arrière du Doña Paz. Valérie, Salvador et sa fille font partie des seulement 26 personnes à avoir survécu. Ils ont dû nager pendant plus d'1 heure pour rester hors de portée de l'anneau de feu grandissant causé par le pétrole brûlant à la surface de l'eau. En fait, la plupart des personnes qui ont survécu sont celles qui ont sauté de l'arrière du Doña Paz et qui ont eu la chance de nager en direction du Miss Don Claudio. Plus de 4000 personnes sont mortes dans les incendies et le naufrage des navires. Le Doña Paz a sombré dans 450 mètres d'eau 2 heures après avoir heurté le pétrolier Vector, qui a coulé 2 heures plus tard. Un survivant raconte avoir essayé de tirer sa fille vers la sécurité, mais la peau de son bras s'est détachée et elle a sombré à nouveau dans l'océan. Pour un navire enregistré pour transporter 1518 personnes, le Doña Paz transportait 4374 personnes, équipage compris. Valérie n'était pas la seule personne à monter à bord du ferry sans billet officiel. Le ferry était surchargé de près de 3000 personnes, au-delà de sa limite autorisée. Il a fallu presque 8 heures pour que les gardes-côtes philippins soient informés, puis encore 6 heures pour qu'ils contactent la station des gardes-côtes la plus proche. La Doña Paz et le Vector ont depuis longtemps coulé. Dans les semaines et les mois qui suivent, la question que tout le monde se pose est « Comment cela a-t-il pu arriver ?» 2 navires en mer, par une nuit calme et claire, entrent en collision et près de 4500 personnes meurent. L'enquête commence à révéler une litanie d'infractions. Parmi les 13 membres d'équipage du Vector et les 56 de la Doña Paz, il n'y avait qu'un seul marin de quart, et c'était un apprenti non qualifié. L'équipage de la Doña Paz buvait et ils n'étaient certainement pas à leurs postes assignés. Le capitaine regardait un film. La loi maritime exige une veille en permanence. Si l'équipage avait été de quart à leur poste, ils auraient vu le navire arrivant à temps pour changer de cap. La faute est finalement attribuée aux pétroliers qui étaient en sous-effectif, l'équipage à bord n'était pas qualifié et le pétrolier fonctionnait sans certificat d'inspection. La faute a peut-être été mise sur la compagnie pétrolière plus riche, mais le ferry n'était pas innocent non plus. Il était si surchargé que des passagers dormaient dans le couloir et que le navire penchait sous le poids en hauteur. La surcharge n'a pas causé le naufrage, mais les pratiques corrompues lors des inspections ont entraîné plus de pertes humaines en permettant au navire d'embarquer autant de passagers. Les gilets de sauvetage étaient dissouclés. Et aucune radio ne permettait de communiquer avec les navires, risquant une collision. Ces facteurs ont contribué à la gravité de l'accident, mais la seule chose qui aurait permis d'éviter complètement l'accident aurait été d'avoir un système de veille approprié sur l'un ou l'autre des navires, ou sur les deux.
Le pétrolier n'est pas apparu soudainement. Il n'y avait juste personne pour le voir arriver. Pour moi, il y a une omission majeure dans l'enquête, et cela revient au fait que 2 navires opèrent sans aucune supervision de la loi. Si un navire était mal équipé en personnel et non autorisé, on pourrait en blâmer le capitaine. Mais lorsque 2 navires dans les mêmes eaux souffrent du même mal, il faut regarder le climat dans lequel ils opèrent. La Doña Paz parvient à obtenir son certificat d'inspection et une licence pour transporter des passagers, même si elle ne possède pas de certificat de stabilité à jour après l'ajout de 2 ponts supplémentaires. Les gardes-côtes, qui sont responsables de l'inspection des navires pour s'assurer qu'ils ne sont pas en surcharge, acceptent des pots de vin pour fermer les yeux, surtout pendant la saison des fêtes. De grandes compagnies pétrolières comme Chevron et Texaco affrètent que des navires non homologués avec un équipage non qualifié. À chaque étape du processus d'inspection, les autorités non seulement ne font pas leur travail, mais elles acceptent en réalité des pots de vin pour fermer les yeux, tandis que les entreprises mettent en danger leurs passagers et leurs cargaisons au nom du profit. Cette culture a créé un environnement qui a permis à 2 navires d'opérer sans contrôle. Ce qui a probablement commencé comme une pratique de surréservation d'1 ou 2 passagers supplémentaires s'est transformé en une surcharge du Doña Paz, atteignant presque 3 fois sa capacité enregistrée. Cette culture a ignoré que des membres d'équipage buvaient une bière en service et n'étaient propres pas à leur poste. Cette même culture de corruption a permis aux pétroliers Vector de naviguer avec un équipage non qualifié qui n'était pas non plus à son poste. En 2015, Sulpicio Lines a perdu sa licence passager, mais seulement après le naufrage de 3 autres navires, causant près de 1500 morts supplémentaires. Au cours des 15 années précédant l'accident du Doña Paz, il y a eu 80 collisions, 177 naufrages, 53 incendies et un total de 4000 morts à bord de navires, au large des eaux des Philippines. En incluant le Doña Paz, cela fait plus de 10 000 personnes en 43 ans, soit environ 232 morts par an. Mais les Philippines, avec plus de 7000 îles, dépendent des ferries pour le transport. Par la nature même d'être en mer plutôt que sur les routes, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des accidents en mer. Le Vietnam a à peu près la même population, mais sa géographie n'est pas dominée par des îles comme les Philippines. En 2016, le nombre de morts sur les routes du Vietnam a dépassé 24 000 personnes rien que pour cette année-là. En comparaison, les routes sont bien plus mortelles. Pendant l'enquête sur l'accident du Doña Paz, des responsables des gardes-côtes ont admis que des agents acceptaient parfois des pots de vin pour ignorer certaines situations. Ils soulignent également qu'ils manquent de personnel et n'ont pas les ressources nécessaires pour inspecter chaque navire. Valérie n'a jamais reçu l'indemnisation de 500 $ offerte aux familles des victimes, parce qu'elle n'était pas inscrite sur le manifeste. Elle manquait d'argent pour rentrer chez elle et a mis 25 ans à retrouver son père. Les lignes Sulpicio transportent maintenant du fret, plus de passagers. Depuis 2016, il y a eu 113 morts dans des accidents maritimes, ce qui en fait l'un des moyens de transport les plus sûrs aux Philippines. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez regarder plus de vidéos de cette chaîne sans aucune publicité, pensez à rejoindre notre Patreon. Le lien se trouve dans la description. Rejoignez gratuitement ou optez pour une adhésion offrant vidéos sans pub, accès anticipé et questions-réponses en direct. J'ai hâte de vous y retrouver. Le lundi 2 septembre 2019, le bateau de plongée Conception est englouti par les flammes au large des côtes de Californie, emportant la vie de 34 personnes piégées dans leur couchette. TRUTH Aquatics, fondé en 1974 à Santa Barbara, en Californie, appartient à Glenn Fritzler. L'entreprise, opérateur réputé dans la plongée, propose des aventures de plongée récréative et de snorkeling autour des Channel Islands, au large de la Californie. Au parc national des Channel Islands, les visiteurs peuvent plonger, faire du kayak, du paddle, observer les baleines, pêcher et nager. En août 2019, un groupe de 33 passagers doit quitter Santa Barbara le 30 et 1 août à 4 heures du matin pour revenir le 2 septembre. Comme ils partiront très tôt le matin, les passagers ont la possibilité de passer la soirée du 30 et 1 août à bord du navire. Leur navire pour ce voyage sera le navire à moteur Conception. Conception
est un navire de 23 mètres construit à Long Beach, Californie, et lancé en 1981. Il a été conçu spécialement pour transporter des passagers lors de voyages de nuit autour des Channel Islands. Les lois fédérales et internationales imposent que les navires d'une certaine taille soient moins construits avec des matériaux ignifugés. Ces navires doivent aussi être équipés de gicleurs et de détecteurs de fumée reliés à l'électronique ou à la passerelle. Compte tenu de l'âge et de la taille du navire, une conception de moins de 100 tonneaux bruts et avec moins de 49 couchettes n'est pas couverte par ces réglementations. Construit en bois recouvert de fibres de verre, conformément à la réglementation révisée en 1978. La dernière inspection de la garde côtière en août 2018 et en février 2019 ne montre aucune infraction notable. Le certificat d'inspection du navire autorise une capacité maximale de 103 personnes, soit 4 membres d'équipage et 99 passagers. Le navire possède 3 ponts. Le pont supérieur regroupe la timonerie, les quartiers de l'équipage et un salon sur le solarium. Le pont principal, sous le pont supérieur, comporte une grande cabine. Cette cabine comprend une cuisine à l'avant où l'équipage prépare les repas et un salon à l'arrière avec des places assises pour les repas. Le salon est accessible depuis la poupe par un couloir bordé de toilettes sur le pont inférieur. Jusqu'à 46 personnes peuvent dormir dans 13 couchettes doubles et 20 couchettes simples avec une couchette réservée à l'équipage. Le pont inférieur inclut aussi la douche, l'ancre, le local à casier, la salle des machines et un coqueron arrière servant de rangement pour l'équipement de la salle des machines. Le reste des couchettes de l'équipage se trouve 2 ponts plus haut, à l'arrière de la timonerie, sur le pont supérieur. Si vous êtes dans les quartiers des couchettes, il y a 2 façons de sortir. Vous pouvez monter l'escalier en colimaçon et traverser le salon pour passer par les portes à l'arrière. Ou alors grimper par la trappe de secours de 56 cm, accéder au salon et sortez par les mêmes portes arrière. Le 30 août 2019 au soir, les passagers embarquent sur le Conception pour un départ prévu le lendemain matin. Ils montent à bord du navire par le pont principal et se dirigent vers le dortoir où un lit leur est attribué à chacun. Ce sera leur lit pour toute la durée du voyage. 6 membres d'équipage assurent le fonctionnement du navire et supervisent le voyage. Le capitaine Jerry Boylan, le premier officier Cullen Molitor, le premier matelot Milton French, le deuxième matelot Ali Kurtz, le premier cuisinier Ryan Sims et le deuxième cuisinier Mike Coles. Le premier officier Cullen Molitor arrive d'abord à bord du Conception, vers 22h, suivi des cuisiniers Sims et Coles. Vers 23h, les matelots French et Kurtz ainsi que le capitaine Boylan arrivent vers 3h du matin, le matin du 31 août, pour préparer le départ 1 heure plus tard. Tous les membres d'équipage dormiront dans les quartiers de l'équipage sur le pont supérieur du Conception, à l'exception du matelot Kurtz qui dormira avec les passagers dans les couchettes. Après avoir vérifié le navire et l'équipement, il quitte Santa Barbara à 4h04. Le Conception fera plusieurs arrêts autour de l'île Santa Cruz, la plus grande des îles qui composent le parc national des Channel Islands. À 8h30, le Conception atteint son premier arrêt, Albert's Anchorage, un site de plongée au sud de l'île Santa Cruz. L'endroit est niché près de l'île et offre aux plongeurs amateurs une protection contre les vents forts de la région. À Albert's Anchorage, les passagers prennent le petit déjeuner au salon et assistent au briefing sécurité du premier matelot Milton French. Le briefing de sécurité indique où trouver les gilets de sauvetage, les points de rassemblement d'urgence et comment quitter le salon et les cabines. Pendant le briefing de sécurité, l'un des passagers s'évanouit. Après que le passager a repris connaissance, French poursuit le briefing. Les 2 jours suivants se déroulent sans encombre. Le soir du 1er septembre, les passagers font une plongée de nuit à Quail Rock, sur le côté nord-ouest de l'île Santa Cruz. Pendant que les passagers profitent de la plongée nocturne, l'aide cuisinier Mike Coles allume la climatisation dans les couchettes, afin que la pièce soit fraîche pour les invités lorsqu'ils iront se coucher. Après la plongée de nuit, le Conception se rend à Platt Harbor pour y passer la nuit. Alors que les invités se préparent à aller se coucher, beaucoup d'entre eux branchent leur téléphone, appareils photo, ordinateurs portables et tablettes pour les recharger. Avec autant d'appareils branchés en même temps, il n'y a pas assez de prises pour tous les invités.
Le cuisinier Sims branche son téléphone pour le recharger et voit une petite étincelle à la prise. À minuit, tous les membres de l'équipage dorment, même si la loi exige qu'un membre de l'équipage fasse une ronde toute la nuit lorsque des passagers sont à bord, mais l'équipage ne le fait jamais réellement. En allant vers le matin du 2 septembre, à 1h30, le cuisinier Coles se réveille. Il dort dans les quartiers de l'équipage sur le pont supérieur. Coles, au lieu de se rendormir, va laver des assiettes dans la cuisine. Personne d'autre n'est réveillé, rien d'inhabituel. 1 heure plus tard, à 2h30, Coles retourne se coucher. Peu après, en cet état, il se réveille à nouveau, sentant qu'il y a un problème. Coles entend un bruit qui ressemble à quelqu'un qui tombe, suivi de cris. Il sort du lit pour aller voir ce qui se passe. En regardant par la porte vers le pont principal, il aperçoit une lueur jaune. Il comprend tout de suite et crie « Sharon Septab au feu !» pour réveiller les 4 autres membres d'équipage endormis à proximité, qui entendent le feu crépiter. Coles se dirige vers l'escalier menant au pont principal, mais le passage est déjà bloqué par les flammes. Il grimpe le garde-corps bâbord et saute sur le pont principal en dessous. Il contourne le salon pour atteindre la porte arrière, espérant accéder aux extincteurs qui sont rangés à l'intérieur, mais tout le salon est déjà en feu. Il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir. Coles voit que la trappe de secours menant aux couchettes est également en feu, et le plafond en fibre de verre du salon fond et dégouline sur le sol. 34 personnes sont coincées dans les couchettes en dessous. Entre-temps, les matelots Molitor et French sont aussi descendus sur le pont principal et cherchent une entrée autour du salon. Le cuisinier Sims les rejoint en sautant par-dessus la rambarde pour atterrir comme les autres. Sims atterrit mal, se fracturant la jambe gauche à 3 endroits et se blessant grièvement au dos et au cou. French essaie d'ouvrir la seule fenêtre du salon, mais elle s'ouvre de l'intérieur et il n'arrive pas à la forcer depuis l'extérieur. La fenêtre chauffe, le salon se remplit de fumée noire. L'équipage tente de sauver 34 personnes dans les couchettes, tandis que le capitaine Boylan, sur la passerelle du pont supérieur, lance un appel de détresse à 3h14. Mayday, Mayday, Mayday. Construction. Porte de plat. Côté nord de Santa Cruz. 39 personnes à bord. Je n'arrive pas à respirer. 39 personnes à bord. La fumée envahit la timonerie, obligeant le capitaine à sortir. Il saute côté tribord du pont supérieur dans l'eau. Les 4 membres d'équipage restent sur le pont principal. French demande à Boylan la hache incendie dans la timonerie. Boylan a déjà sauté par-dessus bord pour échapper à la fumée et aux flammes. Le second Cullen Molitor pense d'abord que le capitaine a été brûlé et saute à l'eau pour le vérifier. French tente d'entrer dans le dortoir malgré la fumée et le feu omniprésent. Il insiste. Boylan appelle les 3 membres d'équipage sur le pont à sauter à l'eau, ce qu'ils font rapidement. Molité se rend compte que le capitaine n'est pas blessé et remonte à bord. Conception, désespéré de tenter de sauver les passagers, mais toute la superstructure est en feu. Il décide de mettre à l'eau la chaloupe et de chercher d'éventuels survivants. French revient à bord et l'aide à mettre la chaloupe à l'eau. Puis il tente une dernière fois de trouver un moyen d'aider les passagers. Molitor récupère le capitaine dans la chaloupe. French se rend compte que c'est sans espoir. Il monte dans la chaloupe et les 3 récupèrent les 2 membres d'équipage restants. Grape Escape est un autre navire ancré dans le port de Platts au même moment. Les passagers à bord dorment. À 3h29 du matin, les 5 membres d'équipage dans la chaloupe s'approchent et frappent sur la coque pour les réveiller. Les propriétaires du Grape Escape se réveillent et voient le Conception en feu de la proue à la poupe. C'était complètement fini, je veux dire, vous savez, et c'était comme « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était un sentiment tellement désespéré et impuissant de regarder ce bateau brûler. Boylan et Molitor continuent de passer des appels radio à la garde côtière depuis le Grape Escape, tandis que Coles et French aident Smith avec ses blessures. La garde côtière essaie de contacter le Conception depuis l'appel de détresse initial de Boylan, mais ils n'ont réussi à joindre personne. Tous les membres d'équipage ont abandonné le navire.
À 3h22 du matin, le centre de commandement du secteur à San Pedro estime la position du Conception à partir de sa dernière transmission du système d'identification automatique et diffuse un message d'information maritime urgent. Les secours d'urgence de la garde côtière, des services d'incendie des comtés de Ventura et de Santa Barbara, ainsi qu'une société privée, Towboat États-Unis Ventura, se précipitent sur les lieux. Un hélicoptère de secours décolle de la base navale du comté de Ventura pour évaluer la situation. Pendant que Boylan explique la situation à la garde côtière par radio, Molitor et French reprennent le canot pour retourner au Conception afin de chercher des survivants. Ils ne trouvent personne. La première vedette de la garde côtière arrive sur les lieux à 4h27 du matin, environ 2 heures après que Coles a découvert l'incendie et 1h15 après le premier appel de détresse du capitaine. Il trouve le Conception englouti par les flammes. La vedette de la garde côtière ne dispose pas d'équipement de lutte contre l'incendie suffisamment puissant pour combattre un feu d'une telle ampleur. Un bateau de patrouille portuaire de la garde côtière, mieux équipé, arrive à 4h55 et commence à combattre l'incendie, mais a du mal à s'approcher dans les eaux peu profondes où le Conception est ancré. À 5h23, un remorqueur civil tire la carcasse en feu du Conception vers des eaux plus profondes, permettant au navire de la garde côtière d'éteindre l'incendie. Une fois maîtrisé, de larges trous apparaissent pendant la coque. Avant l'arrivée des secours, le navire coule et se retourne sur le fond marin. Aucun survivant. Le lundi de septembre, les plongeurs récupèrent 25 corps. 9 personnes restent à portée disparues. Le mercredi 4 septembre, tous les corps manquants sauf un ont été retrouvés, malgré les efforts d'environ 80 plongeurs de 6 agences différentes qui fouillent la zone, y compris des membres du FBI. Le dernier corps est localisé et récupéré par les plongeurs du bureau du shérif du comté de Santa Barbara le mercredi 11 septembre. Le médecin légiste de Santa Barbara procède à l'examen des 34 victimes. Il conclut qu'elles sont toutes mortes d'inhalation de fumée. Les enquêtes sur l'incident commencent avant même que tous les corps aient été repêchés. Le 7 septembre, le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs lance son enquête sur l'origine de l'incendie. Il prédit que l'incendie a commencé à l'arrière du salon, mais le navire est tellement endommagé qu'ils ne peuvent pas déterminer la cause exacte avec certitude. La cause la plus probable est un incendie électrique. Les systèmes électriques du navire sont anciens et sont sollicités au-delà de leurs limites par la climatisation et la grande quantité d'appareils portables chargés simultanément. Lorsque le Conception est lancé en 1981, les appareils électroniques par satellite portables ne sont pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Le lundi 9 septembre, une enquête criminelle fédérale conjointe commence, centrée sur les dossiers de TRUTH Aquatics. Le Bureau national de la sécurité des transports trouve un certain nombre de lacunes dans les dossiers de TRUTH Aquatics et conclut que l'équipage du Conception a contribué à la catastrophe. Ils pensent que l'incident est dû à l'incapacité de TRUTH Aquatics à superviser efficacement le navire et l'équipage. TRUTH. Aquatics n'a pas veillé à ce qu'un veilleur patrouille sur le navire pendant la nuit, alors que c'est exigé par la loi. Cette négligence a permis au feu de se propager sans être détecté dans le salon. Il y avait également un manque de détecteurs de fumée. Le Conception avait des détecteurs de fumée, sauf dans le salon. Le grand nombre de victimes s'explique aussi par le manque d'issues de secours depuis les couchettes. Les 2 issues de secours débouchent dans le salon, là où l'incendie fait rage. De nombreux procès sont intentés à la suite de l'incident et une enquête criminelle est ouverte. Mais ce n'est pas un parent d'une des victimes, ni même un membre d'équipage survivant qui dépose la première plainte. C'est le propriétaire de Truth Aquatics, Glenn Fritzler, seulement 3 jours après l'incident, le vendredi. 5 septembre, Fritzler dépose une plainte visant à limiter la responsabilité de l'entreprise à la valeur de leur navire, le Conception, après son naufrage. La loi sur la limitation de responsabilité est une loi maritime de 1851 qui limite la responsabilité du propriétaire à la valeur du navire. Le jeudi 12 septembre 2019, le premier aide-cuisinier, Ryan Sims, dépose une plainte contre Truth Aquatics.
Il soutient que l'équipage n'a pas reçu une formation adéquate et que le Conception n'est pas suffisamment équipé en matériel d'urgence. En décembre 2020, 32 familles de victimes ont intenté des poursuites contre Truth Aquatics. Ces affaires sont toujours en cours. Truth Aquatics n'est plus en activité. À l'été 2020, le capitaine Jerry Boylan est visé par une enquête criminelle fédérale. En décembre 2020, il est inculpé devant un jury pour 34 chefs d'accusation d'homicide de marins, décès résultant d'une faute ou d'une négligence à bord d'un navire. Jerry plaide non coupable et attend son procès. En 2021, les familles des victimes poursuivent également la garde côtière pour ne pas avoir appliqué les règlements, ce qui a entraîné l'incendie et les décès à bord du Conception. Le 2 septembre 2019, 34 personnes ont perdu la vie à bord du Conception, et leurs familles se battent encore dans des procès pour décès injustifiés. Lorsqu'un navire coule, il est souvent difficile pour l'assureur de prouver un acte criminel. Il est donc assez courant que les demandes d'indemnisation soient payées sans trop de questions. Mais lorsqu'un navire est détourné dans des circonstances suspectes et que l'enquêteur en assurance était tué dans une explosion, les assureurs ne sont pas aussi enclins à simplement signer un chèque de 100 millions de dollars, même lorsque leur vie est menacée. En juillet 2011, la piraterie dans le golfe d'Aden est à son apogée. La piraterie dans la région est directement liée à la situation politique en Somalie, qui est en guerre civile depuis 1991. Des hommes de Somalie, sur la côte ouest de l'Afrique, ont commencé à détourner des navires contre rançon, ciblant pétroliers et cargos transportant des marchandises valant des centaines de millions de dollars. Dans certains cas, les propriétaires de navires ont payé des millions pour faire libérer leurs navires. Ils doivent faire face à des frais de retard de livraison ou à des pertes de revenus, tandis que leurs navires et leur équipage restent pris en otage. D'autres navires engagent des forces de sécurité pour empêcher les pirates de monter à bord. Peu importe la manière dont une compagnie maritime gère la menace de la piraterie, c'est un problème coûteux qui, dans une certaine mesure, ne peut pas être évité. Le 5 juillet 2011, le pétrolier Brilliant Virtuoso navigue dans le golfe d'Aden. L'équipage pose des dispositifs de dissuasion comme des barbelés, des lances à pression et prépare une salle de sécurité. Les propriétaires du navire organisent une équipe de sécurité pour les escorter à travers la partie la plus dangereuse de leur voyage. Cette nuit-là, le capitaine du Brilliant Virtuoso, Noah Gonzaga, ordonne à l'équipage de couper le moteur et de dériver pendant qu'ils attendent que leur équipe de sécurité monte à bord. Ils se trouvent à 12 milles nautiques au large des côtes yéménites, par temps calme et partiellement nuageux. Juste avant minuit, Alan Marquez est de quart et aperçoit sur le radar une vedette à moteur qui s'approche rapidement. En s'approchant, il sort sur la passerelle de veille et aperçoit 7 personnes en camouflage, armées de fusils. Le second officier avertit le capitaine. Marquez interpelle la vedette à moteur pour qu'il s'identifienne. Un homme répond qu'ils sont l'équipe de sécurité et demande à monter à bord. Marquez reste méfiant. Quelque chose paraît étrange et laisser monter des inconnus armés viole le protocole anti-piraterie. Après avoir demandé des instructions par radio, l'ordre est de descendre une échelle. 6 hommes montent à bord du pétrolier, le visage couvert de foulards et masques chirurgicaux, armés. Marquez demande une pièce d'identité, ils refusent, saisissent sa radio et exigent de voir le capitaine. Le capitaine du Brûlante est dans sa cabine lorsque Marquez apparaît à sa porte avec l'un des hommes armés. Les hommes armés ordonnent à l'équipage de se rassembler dans la salle de télévision. Les 26 membres d'équipage se réunissent, conscients d'avoir perdu le contrôle du navire. Les 6 hommes armés se séparent, 2 emmènent le capitaine à la passerelle, 2 conduisent le chef mécanicien, Nestor Tabares, à la salle des machines et 2 montent la garde devant la salle de télévision. Les 24 marins entendent des coups de feu dans la salle de télévision. Ignorant le sort du capitaine et du chef mécanicien, ils constatent que le navire bouge sans savoir où il va. À 03h00, une explosion coupe le courant, déclenche les alarmes et la fumée envahit la pièce. L'équipage tente d'ouvrir la porte pour fuir la fumée et constate la disparition des 2 gardes. L'incendie s'emballe et l'équipage rejoint le sommet du centre de contrôle où le capitaine Gonzaga est retrouvé ligoté avec des liens en plastique. Ils le libèrent et lancent un appel de détresse capté par l'United States Ship Philippine Sea. Gonzaga ordonne d'abandonner le navire.
L'équipage du Brilliant constate l'absence du chef mécanicien Tabarès. Le feu atteint leur niveau et le métal se déforme sous la chaleur. Une équipe tente de retrouver Tabarès, mais la fumée est trop dense. À 4h du matin, l'équipage quitte le navire en canot de sauvetage. Un hélicoptère Seahawk américain aperçoit des flammes sur le pétrolier. À 5h, l'équipage voit Tabarès vivant sur le pont, agitant une lampe de poche. Les flammes étant trop fortes pour un sauvetage aérien, il saute à la mer et un bateau de la marine le récupère. À bord d'un croiseur américain, le capitaine Gonzaga explique que les pirates lui ont demandé 100 000 $ et d'aller en Somalie. Ils ont tiré avec leurs armes sur le coffre-fort du navire lorsqu'il a tardé à l'ouvrir. Il ne sait pas ce qui a causé l'explosion. Tabarès dit qu'il a désactivé les moteurs du Brûlant et s'est échappé, mais a manqué l'évacuation. Le Philippine Sea recherche les pirates en fuite, mais ils ont disparu. Un remorqueur arrive d'Aden et pompe de l'eau de mer sur le Brilliant pour maîtriser l'incendie. 7 heures après que les hommes armés ont pris le navire, une intervention est lancée. Les sociétés de sauvetage Poséidon et 5 Océans sont envoyées pour sécuriser l'épave. Des enquêteurs militaires américains sont dépêchés pour vérifier si les pirates somaliens utilisent de nouvelles tactiques. Un enquêteur d'assurance de Londres est engagé pour élucider ce qui s'est vraiment passé à bord de leur responsabilité de 100 millions de $. Lloyd de Londres enregistre les navires commerciaux perdus dans un livre relié en cuir. Ce n'est pas un assureur, mais une bourse du risque, où les assureurs achètent et vendent de l'exposition. Les primes génèrent environ 40 milliards par an, et tout peut être assuré via Lloyd, avec le transport maritime au cœur de son activité. Après un naufrage, les compagnies d'assurance et leurs clients font appel à des sociétés de sauvetage pour récupérer toute valeur possible de l'épave. Selon Lloyd, les sociétés de sauvetage touchent un pourcentage de leur récupération. Certains armateurs favorisent que des sociétés en échange d'une part de l'indemnisation. Dans ce cas, une société appelée Suez, qui possède le Brilliant Virtuoso, nomme les 2 sociétés de sauvetage, Poséidon et 5 Océans. 4 jours après l'appel de détresse du Brilliant, son propriétaire Marius Heliopoulos arrive à Aden et héberge l'équipage à l'hôtel. Il remet 200 $ à chaque marin pour des vêtements et prépare une demande d'indemnisation pour son pétrolier endommagé. Avant que les assureurs ne paient, ils ont besoin de mieux comprendre le détournement et ils ont donc nommé David Moquette. Chaque port possède un groupe d'experts maritimes qui constatent les incidents pour Lloyd's et le transport maritime mondial. Leurs évaluations déterminent souvent le paiement ou le refus d'une réclamation. Beaucoup sont d'anciens capitaines qui ont développé des compétences d'enquête. Moquette est le principal expert à Aden. David Moquette est né près de Plymouth. Il s'est engagé dans une compagnie maritime marchande. Il a principalement navigué autour de l'Arabie Saoudite dans les années 70. En 1998, il a déménagé au Yémen. Le Yémen compte parmi les pays les plus pauvres et dangereux du Moyen-Orient. Moquette y a gagné en crédibilité après avoir été blessé. Moquette contacte la société Poséidon, mais le chef sauveteur Vassilius Virgos lui refuse l'accès à l'épave pendant près d'une semaine. Moquette finit par affréter un chalutier pour se rendre jusqu'au pétrolier et Virgos l'accompagne lors de ses inspections. Le navire affronte une mer agitée, son extérieur est intact, mais l'intérieur a été ravagé par l'incendie. Moquette explore le navire et découvre de profondes flaques d'eau de mer huileuse, résultat de 3 jours de lutte contre l'incendie. Le bloc d'hébergement présente du métal noirci, déformé par la chaleur. Il prend des photos pendant qu'il explore. La salle des machines est à moitié inondée et il est trop dangereux d'aller plus loin. Moquette revient au port et rédige son rapport. Les pirates ne brûlent pas de navires précieux ni ne les abandonnent après les avoir saisis. Ils les détournent pour obtenir une rançon. Moquette discute de ses soupçons avec des amis. Les preuves ne concordent pas. Les pirates emploient parfois des lance-grenades propulsées par fusée, seule chose à laquelle ils pensent pouvant causer explosion et incendie. Mais aucune trace n'est trouvée. Les récits de l'équipage sont étranges. Difficile d'imaginer qu'un capitaine expérimenté ferait monter des hommes armés à bord dans des eaux dangereuses sans connaître leur identité. Toute l'histoire est douteuse. Chez Lloyd's, des millions de dollars d'indemnités dépendent des conclusions de Moquette, qui exprime ses inquiétudes par email. Il pense que les pirates somaliens sont en fait des membres corrompus de la garde côtière ou de la marine yéménite. Il expliquera bientôt. Le lendemain, à 13h, Moquette quitte son bureau et rentre chez lui pour déjeuner lorsqu'une bombe explose sous son siège. Moquette est tué sur le coup et la porte de sa voiture est arrachée de ses gonds. Le corps de Moquette est éjecté de la voiture et atterrit près de la porte brisée.
Le ministère yéménite de l'Intérieur lance une enquête et son ami Roy Facey rédige un rapport. Dans son rapport, Roy Facey mentionne avoir discuté du Brûlante avec Moquette avant sa mort et l'avoir entendu rejeter l'histoire des pirates somaliens. Roy Facey soupçonne que Moquette a été tué à cause de ce qu'il savait. Le 25 juillet, il reçoit un appel de l'ambassade britannique l'avertissant que sa vie est en danger et qu'il doit se cacher jusqu'à ce qu'il puisse être exfiltré du pays. Facey s'enferme dans son appartement pendant plus de 36 heures. Un groupe d'hommes avec des accents américains arrive en 4x4 et l'emmène à l'aéroport. Il suppose qu'il y a des forces spéciales américaines actives dans le sud du Yémen à ce moment-là. Jonathan Totman, un détective britannique, arrive pour enquêter sur le meurtre de Moquette. Il a de l'expérience dans l'enquête sur la corruption et le terrorisme au Moyen-Orient. Le Yémen est en chaos, son gouvernement menace de s'effondrer. Un kamikaze tue 9 soldats juste avant l'arrivée de Totman, et il a besoin de gardes lourdement armés pour se déplacer en ville. Il n'y a pas beaucoup de preuves à examiner pour Totman. Le site de l'attentat est vite nettoyé, et l'ordinateur portable de Moquette disparaît chez la police. Al-Qaïda a menacé les Occidentaux au Yémen, mais Totman juge improbable un acte terroriste. Aucun groupe ne revendique l'attentat et l'explosion faible a tué Moquette sans faire d'autres victimes dans une rue animée. Après l'attentat, un ami de Moquette charge un géomètre pakistanais d'enquêter sur le Brillante. Le Pakistanais est arrêté et détenu pendant 5 jours dans un bâtiment près du port. Après sa libération, il fuit le pays et l'ami de Moquette y voit un avertissement pour cesser de poser des questions. La ruine du Brillante est examinée par la marine américaine. Il y a trop d'argent en jeu pour laisser des questions sans réponse. La marine américaine rédige un rapport sceptique basé sur les efforts du Philippine Sea. Il note qu'il est très suspect que des pirates attaquent un navire aussi tard dans la nuit avec très peu d'éclairage et que le capitaine Gonzaga et l'ingénieur en chef Tabarès ont demandé à monter à bord de l'un des remorqueurs de Poséidon presque immédiatement après avoir été secourus et ont refusé les demandes des officiers pour d'autres entretiens. Les pirates dans le golfe d'Aden sont généralement des Somaliens à la peau foncée qui parlent le somali. L'équipage du Brillante a déclaré aux enquêteurs de la marine que presque tous les hommes armés avaient la peau plus claire et parlaient une forme d'arabe non identifiée. L'enregistreur du pétrolier a révélé qu'il allait vers l'ouest, alors que la Somalie était au sud. Fin août, le Brillante est ancré dans des eaux sûres près des Émirats arabes unis et fait l'objet d'une enquête par des inspecteurs. Parmi eux se trouvent des agents du service d'enquête criminelle de la marine américaine, des experts en incendie et en explosifs engagés par les assureurs, ainsi que des enquêteurs nommés par les sociétés propriétaires du navire et de sa cargaison. Un expert en explosifs entre dans un compartiment voisin de la salle des machines et remarque une bosse sur une plaque au sol, causée uniquement par une bombe. S'aborder ou endommager un navire pour toucher l'assurance est un crime idéal, car il peut n'y avoir ni témoin, ni preuve, ni force de l'ordre. Les chances de s'en sortir sont élevées, et les assureurs de Lloyd's paient presque toujours quelque chose pour éviter les conflits avec les clients et continuer à percevoir les primes. Si le Brillante n'a pas vraiment été détourné, alors c'est un coup monté de l'intérieur, avec une dissimulation qui va jusqu'au meurtre. 15 mois après l'attaque, l'avocat et ami de Moquette, Roger Stokes, décède dans des circonstances mystérieuses après avoir voulu récupérer une facture de carburant impayée du Brillante. Le danger poursuit ceux qui se trouvent du mauvais côté du Brillante. 4 mois après l'attaque à Londres, 2 groupes d'assureurs font face à d'importantes demandes d'indemnisation. La première demande concerne la cargaison de pétrole. La principale société de sauvetage, Five Oceans, réclame environ 30 millions à 3 assureurs dirigés par Royal & Son Alliance en récompense pour avoir sauvé la cargaison. La deuxième demande concerne le navire Brillante. La société Suez, qui appartient à Marius Heliopoulos, souhaite récupérer environ 100 millions de dollars auprès d'un groupe de 10 compagnies dirigées par Talbot Underwriting Limited. Les assureurs du navire hésitent à payer et demandent plus de temps pour que leurs enquêteurs retrouvent des témoins. Mais Royal & Son redoutent que la société n'acquiert une réputation d'hostilité envers un client. Les assureurs de la cargaison n'attendent pas d'autres enquêtes et versent 30 millions de dollars aux sauveteurs. Le syndicat Talbot devient plus agressif et refuse la demande de Suez sur le navire. Suez attaque les assureurs en justice et se prépare au procès. Le syndicat Talbot envoie des enquêteurs au Moyen-Orient et en Grèce pour en apprendre davantage sur l'attaque, le sauvetage et pour en savoir plus sur le propriétaire de Suez, Marius Heliopoulos. Ils découvrent qu'un navire d'Heliopoulos a déjà eu des problèmes près d'Aden.
En 2009, un incendie éclate sur le pétrolier Lely et pendant que l'équipage combat les flammes, le navire s'échoue. 3 mois plus tard, il subit un accident inexpliqué dans des eaux calmes autour du canal de Suez et se brise en deux. La réclamation qui en résulte, d'environ 35 millions de dollars, est contestée par les assureurs du navire et finit devant les tribunaux, mais elle est réglée avant le procès. Le chef mécanicien de Lely est Nestor Tabares. Lorsque le navire s'est échoué puis s'est brisé en deux, 2 sociétés de sauvetage sont intervenues lors de ces 2 accidents, Poséidon et 5 Océans. Marius Héliopoulos détenait les pétroliers Ely et Berlante via des sociétés offshore anonymes. Basé près d'Athènes, il gère aussi un ferry rapide vers Mykonos. Héliopoulos a possédé jusqu'à 8 grands navires en même temps. En 1994, un vieux cargo qu'il avait avec ses frères a coulé pendant une tempête, causant la mort de 24 marins. Les autorités grecques ont inculpé les Héliopoulos pour avoir causé les décès par négligence. Marius et Ionis ont été acquittés, tandis qu'Antonis a été condamné en 2001, mais l'affaire a été abandonnée en appel. En 2015, le syndicat d'assurance Talbot accuse Héliopoulos d'avoir orchestré une attaque contre le Brillant Virtuoso. Ils affirment que l'attaque a été organisée avec le propriétaire et l'équipage. Les assureurs estiment qu'une bombe a déclenché l'incendie pour immobiliser le navire. Talbot cite les incohérences dans les déclarations des marins. L'équipage a d'abord dit que les assaillants se faisaient là passer pour leur sécurité, puis a affirmé que le tireur se faisait passer pour des autorités. Cela a résolu la question de la façon dont les pirates somaliens savaient que le pétrolier attendait une escorte. Les assureurs ont affirmé qu'Héliopoulos était très endetté et que le Brillant était déficitaire. Talbot a accusé Héliopoulos d'avoir organisé la destruction du navire. Héliopoulos a nié les accusations et reproché aux assureurs de nuire à sa réputation. En avril 2016, Héliopoulos est convoqué devant un tribunal de Londres pour une audience préliminaire. Les avocats accusent Héliopoulos d'avoir dissimulé des preuves et piraté les courriels de leurs agents en Grèce. À la barre, il répond en menaçant de conséquences condescendantes pour ces accusations. Le juge le prévient de bien se tenir. Après l'audience, Héliopoulos est arrêté pour complot en vue de commettre une fraude. Emmené au commissariat et interrogé, il est relâché sans inculpation. Héliopoulos n'a jamais reçu ses 100 millions de dollars. Le juge a rejeté sa demande après sa confrontation au tribunal et a écrit dans son jugement « Lorsque Héliopoulos a perdu son sang-froid et menacé les assureurs ainsi que leurs représentants légaux, il a perdu le moindre reste de crédibilité. » La mort de David Moquette reste inexpliquée. Totten, chargé de l'enquête, a indiqué que les responsables pouvaient être des criminels, des terroristes ou le gouvernement. La destination finale du Brillant Virtuoso était la plage de Gadani au Pakistan, où il a été démantelé par des ouvriers pour quelques dollars par jour. Héliopoulos reste actif dans le transport maritime en Grèce, possédant des parts dans des ferries et pétroliers via des sociétés obscures. Alors que le pétrole s'écoule, la vapeur inflammable s'enflamme à cause des étincelles dans la coque qui se déforme. Le feu jaillit et commence à se propager. Au cours des années 60, alors que la demande de pétrole augmentait en Europe, l'industrie pétrolière s'est rendue compte qu'il serait plus économique de transporter le pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe en utilisant des transporteurs de brut ultra lourds ou des superpétroliers. Ces nouveaux superpétroliers étaient si grands que la plupart des anciens ports de l'océan Atlantique, de la mer du Nord et de la Manche ne pouvaient pas les accueillir. Ainsi, les compagnies pétrolières ont proposé un nouveau terminal pétrolier capable de gérer ces nouveaux superpétroliers. Ce nouveau terminal servirait de dépôt pour le pétrole provenant du Moyen-Orient, qui serait ensuite acheminé vers les raffineries européennes à l'aide de navires plus petits. Les expéditions de pétrole utilisèrent le canal de Suez pour sa route plus courte entre le Moyen-Orient et l'Europe. Cependant, les superpétroliers, trop grands pour le canal, devaient passer par le cap de Bonne-Espérance, une route plus longue et coûteuse. Le voyage autour de la pointe sud de l'Afrique prenait 16 jours de plus, ajoutant 4800 miles au trajet et augmentant le coût total du voyage jusqu'à 21 000 $, soit l'équivalent de 155 000 $ en 2020. Avec la fermeture du canal de Suez en 1969, à cause de la guerre des 6 jours entre Israël et les États arabes, tous les navires ont dû emprunter la route la plus longue.
Les superpétroliers transportaient une charge plus importante, ce qui les rendait plus économiques et attractifs à utiliser, et ainsi le superpétrolier a été adopté, ainsi que l'idée d'un nouveau terminal pour les accueillir. En 1966, la Gulf Oil Corporation a identifié l'île Woody dans la baie de Bantry comme le site le plus approprié pour le nouveau terminal. L'île Woody offrait un long mouillage abrité en eau profonde et l'emplacement était éloigné de tout grand centre de population ou de route maritime. La construction a débuté en 1967 et le terminal a été achevé en 1969. L'installation terrestre comportait un parc de 2 réservoirs servant principalement à recevoir et traiter le ballast sale et l'eau de lavage des citernes des pétroliers. 15 autres réservoirs de stockage d'une capacité totale de 1,3 million de tonnes de pétrole étaient réservés au diesel, au brut et au fioul de soute utilisés pour les navires. À 396 mètres de l'installation à terre se trouvait la jetée offshore, longue de 488 mètres. La jetée a été construite sur 22 pieux, ou dauphins, permettant aux superpétroliers d'accoster et de charger ou décharger leur cargaison. L'extrémité ouest de la jetée, appelée Dauphin 1, était fermée. Celle de l'est s'appelait Dauphin 22. Dauphin 22 abritait une cabane de sécurité, une cabine téléphonique à pièces et servait de zone d'entrée et de sortie pour les personnes et l'équipage entre le continent et l'installation à terre ou le terminal sur l'île. Lorsqu'elle a été inaugurée, la jetée était accessible par un pont depuis l'île. Plus tard, celui-ci a été retiré et les ouvriers devaient en prendre un bateau pour aller et venir de la jetée. En 1968, le pétrolier motorisé Universe Island est entré en service pour la Gulf Oil Corporation. Avec une capacité de 312 000 tonnes, c'était le plus grand navire du monde à l'époque, transportant du pétrole du Koweït jusqu'à l'île Woody. C'était le premier des 6 superpétroliers commandés par la compagnie. Un superpétrolier arrivait dans la baie de Bantry tous les 10 jours. 3 petits pétroliers ravitailleurs livraient ensuite le pétrole brut aux raffineries du pays de Galles, du Danemark, des Pays-Bas et d'Espagne. Le terminal a connu un grand succès pendant les 5 premières années de fonctionnement. Le 10 juin 1975, le canal de Suez a rouvert et la route autour de l'Afrique est redevenue l'option la plus coûteuse. Le retard et le coût du transfert du pétrole vers des pétroliers plus petits ont rendu les supertankers moins attractifs économiquement. La récession et la hausse des prix du pétrole ont conduit les industries à adopter le juste à temps afin de réduire le stockage et d'améliorer leur trésorerie. La demande au terminal de l'île Woody diminuait. À la fin des années 70, la société locale d'exploitation du Golfe, Gulf Oil Terminals, avait du mal à maintenir la viabilité du terminal. La société a été contrainte de prendre un certain nombre de mesures d'économie pour consolider l'exploitation et réduire les coûts inutiles. Le système de lutte contre l'incendie du terminal et de la jetée offshore a subi 3 modifications pour être rétrogradé. En 1970, la première rétrogradation a été de ne plus maintenir les conduites principales d'incendie sous pression en continu. L'opérateur en salle de contrôle situé au terminal activerait le système en cas d'urgence. Ils ont ensuite supprimé le déclencheur automatique du système de mousse prémélangé sur la jetée qui serait aussi actionné à distance. En 1971, ils ont retiré de la salle de contrôle le bouton qui déclenchait la mousse sur la plateforme centrale. Le pétrolier moteur vaisselle Bételgeuse pouvait transporter 121 400 tonnes de pétrole. Construit en 1968 à Saint-Nazaire, en France, il appartenait à Total Oil Société Anonyme, entreprise française d'énergie et de pétrole. Contrairement à d'autres grands pétroliers, le Bételgeuse n'avait ni loadicator ni calculateur de contraintes pour mesurer les efforts et forces de flexion sur la structure pendant le chargement ou le ballastage. Le ballastage est similaire au chargement, mais au lieu de la cargaison, le navire charge ou décharge de l'eau pour stabiliser le navire. Le loadicator aide le capitaine et le chef officier à planifier rapidement le chargement et le ballastage pour assurer la stabilité du navire dans des limites sûres. Beaucoup de navires pétroliers installent un système de gaz inerte, car la plupart des gaz liés au pétrole ou au carburant sont inflammables. Un système de gaz inerte est utilisé pour pomper un gaz inerte ou non réactif, comme l'azote ou le dioxyde de carbone, dans une citerne vide ou un espace clos, ce qui chasse tout gaz inflammable qui pourrait prendre feu ou provoquer une explosion.
Mais le Betelgeuse ne disposait pas d'un système de gaz inerte. Ces mesures de sécurité n'étaient pas obligatoires à l'époque et Total n'y a pas investi. En 1977, le Betelgeuse a été mis en cale sèche à Singapour pour inspection. Les inspecteurs ont recommandé de remplacer les pièces corrodées. Certaines plaques métalliques du pont renforcent les zones sujettes à la flexion et au flambage sous charge, ainsi que des parties des ballasts permanents et des anodes sacrificielles. Celles-ci protègent les structures métalliques en attirant la corrosion et prolongent la durée de vie du métal. Tous les navires possèdent des anodes sacrificielles et celles-ci doivent être remplacées fréquemment. La dernière recommandation était d'appliquer un revêtement protecteur sur les ballasts permanents. Total a rejeté toutes les recommandations parce qu'ils envisageaient de vendre et ne voulaient pas assumer les coûts. Le 24 novembre 1978, le Betelgeuse quitte le port saoudien de Ras Tanura dans le golfe Persique à destination de Lexus, au Portugal, avec une cargaison complète de 74 000 tonnes métriques de pétrole brut lourd d'Arabie et 40 000 tonnes métriques de pétrole brut léger d'Arabie. Le Betelgeuse fera d'abord escale à Sinas, au sud de Lisbonne, pour alléger le navire. Mais le temps est si mauvais qu'il ne peut pas entrer dans le port. Alors il continue vers Lexus, mais un navire a coulé à l'entrée du port et on lui dit donc de se diriger vers l'île Woody. Le Betelgeuse met le cap sur la baie de Bantry le 30 décembre et rencontre une forte tempête dans le golfe de Gascogne. Il signale une fuite de pétrole et reçoit l'ordre de rejoindre Brest à vitesse réduite. Heureusement, l'équipage trouve la fuite et la répare, donc le Betelgeuse poursuit sa route vers l'île Woody. Le 4 janvier 1979, le Betelgeuse arrive dans la baie de Bantry. Il doit attendre pour accoster parce que son navire jumeau, le cargo motorisé Kashapi, est arrivé quelques jours plus tôt. C'est le dernier voyage du Kashapi. Il a été vendu pour la ferraille et va partir à Taïwan pour être démantelé. Samedi 6 janvier à 20h, le Betelgeuse achève son accostage au quai en mer, dans 30 mètres d'eau. L'officier de contrôle de la pollution termine la liste de vérification de sécurité pétrolière du Golfe à bord du navire, ce qui est obligatoire avant le déchargement de sa cargaison. À 23h15, le Betelgeuse débute le déchargement de ses 114 000 tonnes de pétrole brut, une opération prévue en 36 heures. Dimanche 7 janvier, une partie de l'équipage descend à terre à Bantry Town et doit revenir avant minuit. 2 inspecteurs mandatés par 2 acheteurs potentiels du Betelgeuse viennent évaluer l'état du navire dans la journée. À 18h, le Betelgeuse termine le déchargement du pétrole brut lourd d'Arabie et prépare les 40 000 tonnes métriques restantes de pétrole brut léger d'Arabie. À 18h35, le navire entame le ballastage, remplissant certains réservoirs centraux d'eau pour compenser le poids déchargé et stabiliser le navire. Les inspecteurs quittent le navire et retournent sur le continent, et l'équipage revient de son excursion à Bantry. Le Betelgeuse compte 41 membres d'équipage, la femme du boulanger, un pilote de port et l'inspecteur de la cargaison à bord. Le soir, à 20h, les employés de Gulf Oil commencent leur service de nuit, 5 au terminal et 6 sur la jetée. Jean Connolly, le répartiteur, rejoint son poste dans la salle de contrôle du terminal. La salle de contrôle offre une vue dégagée sur la jetée bien éclairée et le pétrolier, de sorte que Connolly peut facilement voir toute l'activité sur la jetée. À 23h, l'équipage constate que l'assiette et l'inclinaison du navire restent insuffisantes et débat du ballast. Le Betelgeuse n'a pas d'indicateur de charge pour aider le capitaine et le chef officier à évaluer la contrainte et la répartition de la cargaison ou du ballast. À 23h30, l'équipage ajoute du ballast dans les citernes dédiées pour corriger l'assiette et l'inclinaison du pétrolier. Ils ne sont pas conscients de l'état réel de corrosion des citernes de ballast permanentes du navire. À mesure que les citernes centrales et les citernes de ballast permanentes se remplissent d'eau, le poids se déplace et se concentre au centre du navire et celui-ci commence à s'affaisser. La contrainte s'accumule au milieu du navire et les tôles de pont ainsi que le bordé latéral, gravement corrodé, commencent à se déformer. La coque se déchire, exposant des fils électriques sous tension. Le pétrole commence à s'échapper des réservoirs de stockage éventrés parce que le Betelgeuse n'est pas équipé d'un système de gaz inerte. Des étincelles provenant des câbles électriques sectionnés enflamment les vapeurs inflammables qui s'échappent du pétrole coulant des réservoirs éventrés.
Alors que la coque du navire se brise, un petit feu jaillit du centre du navire à 00h31. De grandes quantités de pétrole s'écoulent de chaque côté du navire et s'enflamment vers 00h40. Une fumée épaisse et lourde envahit la plateforme centrale, forçant l'équipage du quai à se mettre à l'abri. Comme la conduite principale d'incendie est contrôlée par Connolly depuis la salle de contrôle, l'équipage du quai n'a pas accès à l'eau ni à la mousse pour éteindre l'incendie. À la radio, l'équipage à terre entend les appels pour les bateaux de secours et pour l'ouverture des bouches d'incendie. Ils appellent la salle de contrôle, mais il n'y a pas de réponse. L'expéditeur John Connolly a quitté la salle de contrôle. Juste avant minuit 45, 15 minutes après les premières étincelles, Connolly voit les flammes lorsqu'il revient à la salle de contrôle. Il active immédiatement les pompes à incendie pour faire fonctionner le matériel de lutte contre l'incendie sur la jetée. Il tente également de fermer les vannes d'arrêt d'urgence pour couper toute alimentation en pétrole du navire vers la jetée, mais l'interrupteur d'arrêt ne fonctionne pas. Il appelle le directeur des opérations de Gulf Oil pour signaler l'urgence, puis contacte par radio le Denmark pour sauver les hommes bloqués sur la jetée. L'appel radio est entendu par les bateaux voisins, le Snave et le Billboard, qui réagissent rapidement à l'urgence. Connolly demande aussi aux opérateurs de pompe à la centrale d'aller à la jetée et d'aider autant que possible. Dans l'agitation, il oublie de déclencher la sirène, que ce soit sur le bâtiment de Gulf Oil ou à la jetée. À la station de police de Bantry, la police irlandaise, ou Garda, est alertée de l'urgence et peut voir l'incendie depuis leur poste. L'officier de service tente de joindre la salle de contrôle de Gulf Oil, mais les lignes sont occupées. À 00h50, de petites explosions se produisent dans les réservoirs de ballast bâbord et tribord. L'officier de la pollution supplie Connolly à la radio de se dépêcher avec le bateau de sauvetage. Connolly le rassure que le bateau arrive pour les récupérer. Des membres d'équipage du Betelgeuse descendent en hâte la passerelle et courent vers le Dolphin 22 à l'est du quai, espérant être secourus. Le pilote contacte également Connolly et lui dit qu'il est sur le pont arrière du pétrolier avec 4 membres d'équipage et qu'il saute d'un par-dessus bord. Le pompiste voit le feu au centre du Betelgeuse, mais il n'y a pas de feu sur le quai. Il y a du feu sur l'eau sous le quai, mais il n'a pas atteint la passerelle ni le Dauphin 22. Connolly passe plusieurs autres appels radio sollicitant la postière et le remorqueur de service Bantry Bay pour obtenir de l'aide. Le remorqueur Bantry Bay se trouve à 20 minutes du Betelgeuse et part immédiatement après le contact radio. Le Denmark ne peut quitter la jetée Ascon en face de la jetée Dolphin 22 qu'à 0h51 et il se trouve à environ 5 minutes de là à 0h54. Le feu s'intensifie, des flammes dépassant 60 mètres s'élèvent au-dessus de la plateforme centrale. Le feu atteint la jetée à l'est de la plateforme centrale et engloutit le navire de la partie centrale jusqu'à la poupe. Les flammes se propagent sur l'eau en direction du rivage de l'île. Le Denmark arrive à la jetée Dolphin 22 à 0h58, suivi du Snave 4 minutes plus tard, mais le bateau de sauvetage est déjà trop tard. Il ne peut pas s'approcher suffisamment à cause du pétrole qui brûle sur l'eau et de la chaleur intense des flammes. Les 2 bateaux sont impuissants à sauver la vie de ceux qui sont piégés sur la jetée. À Bantry, la Garda alerte son surintendant qui met immédiatement en œuvre le plan d'accident majeur. Le chef des pompiers est prévenu et la sirène d'incendie de Bantry retentit. Les services d'incendie de Dunmanway et Skibbereen, dans les comtés voisins, sont aussi alertés. À 1h06 du matin, un grondement et un craquement retentissent depuis le Betelgeuse, suivi d'une énorme explosion des réservoirs de ballast centraux. La force de l'explosion fend la coque du pétrolier et les hommes sur la jetée sont projetés dans l'eau. La cargaison de pétrole encore à bord s'enflamme et le feu atteint une hauteur de plus de 90 mètres avec des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. L'explosion projette des débris du navire et de l'installation pétrolière jusque dans la vallée de Mila à plus de 10 km. Un énorme éclat provenant du navire, à peu près de la taille d'une voiture, manque de peu l'un des réservoirs de stockage de pétrole du dépôt. Le bruit des explosions peut être entendu dans presque tout l'ouest de Cork et jusqu'à 55 km à la ronde. À l'hôtel West Lodge à Bantry, la danse du dimanche soir s'arrête brusquement lorsque le sol tremble.
Dehors, des flammes éclairent le ciel nocturne au-dessus de Bantry. Sur l'île Whiddy, 14 familles se précipitent vers leur bateau pour fuir vers le continent. Ils décrivent la scène comme Pompéi, avec des flammes jaillissant à 40 mètres dans le ciel et des éclats d'obus pleuvant sur les étables. La campagne est éclairée comme en plein jour. Les ouvriers du golfe essaient d'aider, mais le camion de pompiers ne démarre pas. Ils rencontrent des problèmes similaires avec les bouches d'incendie et les tuyaux, et ils n'ont ni appareil respiratoire ni vêtements de protection. Le remorqueur Bantry Bay accoste à 1h10 du matin. Le capitaine essaie d'éloigner le Betelgeuse du quai, mais le mécanisme de largage rapide sur le quai est bloqué et le réservoir ne peut pas être libéré. Les brigades de pompiers de Bantry, Skibbereen et Dunmanway du comté voisin parviennent à rejoindre l'île à bord de petites ferries. La brigade des pompiers de Bantry découvre que les 2 Land Rover et le camion de pompiers du terminal ne démarrent pas. Ensuite, un camion transportant du matériel de lutte contre l'incendie depuis la jetée d'Ascon jusqu'au dépôt de carburant tombe en panne. Les pompiers ne peuvent pas s'approcher du navire en feu. La jetée en béton s'effondre dans la mer. Les pompiers et les employés du terminal pétrolier du Golfe concentrent leurs efforts sur empêcher la propagation de l'incendie vers le dépôt de carburant et contenir la marée noire. Environ 12 heures après l'explosion, vers 13 heures, le Betelgeuse coule à son amarrage par 30 mètres de fond, laissant sa proue dépasser au-dessus de la ligne de flottaison. Cela éteint l'incendie principal et les pompiers éteignent la dernière flamme vers 20 heures le dimanche soir. Les secouristes ne peuvent approcher l'épave à cause d'un nuage de gaz toxique et inflammable entourant le navire, risquant de s'enflammer soudainement. 2 semaines sont nécessaires pour que le nuage mortel se dissipe avant de récupérer les corps et de pomper le pétrole brut restant. Au total, 51 personnes sont mortes. 41 membres d'équipage du Betelgeuse, la femme de Baker, le pilote irlandais, un inspecteur, 6 ouvriers du quai pétrolier Gulf et un plongeur néerlandais morts lors du sauvetage. Seuls 27 des 51 morts ont été retrouvés et enterrés au cimetière de l'église Saint-Finbar, dominant le port de Bantry. La société néerlandaise L. Smith a relevé le Betelgeuse en 4 parties. La proue a été remorquée à 100 milles au large, puis sabordée. Face aux protestations des pêcheurs, 2 sections ont été remorquées en Espagne pour y être éliminées. La dernière section, démantelée localement, n'a été enlevée qu'en juillet 1980. Les zones de pêche locales ont été gravement contaminées, et le nettoyage n'a été achevé qu'en 1983. Le coût du sauvetage, du nettoyage et des indemnisations a atteint environ 120 millions de dollars américains, incluant les compensations de Total, propriétaire du navire, à Gulf Oil. La plupart des coûts ont été couverts par les assurances, les réclamations ayant été réglées à l'amiable. Le gouvernement irlandais a nommé un tribunal pour enquêter sur l'incident, qui a duré plus d'1 an et rédigé un rapport de 480 pages. Le rapport a cité 3 facteurs contributifs, à savoir le mauvais état du Betelgeuse âgé de 11 ans, les séquences de déchargement et le ballastage incorrect combinés au manque de formation de l'équipage, et enfin des systèmes de lutte contre l'incendie et de sauvetage inadéquats et mal entretenus, tant sur le navire que sur le quai. Le tribunal a aussi reproché au gouvernement de ne pas avoir instauré de réglementation assurant le respect des procédures de sécurité et d'urgence. Gulf Oil n'a jamais rouvert le terminal de l'île Whiddy et une étude de faisabilité en 1985 a montré qu'il n'avait plus d'utilité dans le commerce international du pétrole. L'année suivante, Gulf Oil a cédé son bail au gouvernement irlandais. Après une rénovation limitée, le gouvernement irlandais utilisa le terminal pour stocker sa réserve de pétrole. Dans les pires catastrophes, l'incrédulité, la prise de décision complexe et l'indécision entraînent une perte de temps qui donne toujours l'avantage aux événements en cours. Le 20 avril 2010, une explosion sur la plateforme Deepwater Horizon, lors du forage du gisement Macondo, tue 11 membres d'équipage et provoque une boule de feu visible à 64 km. 2 jours plus tard, la plateforme coule, provoquant la plus grande marée noire de l'histoire. Deepwater Horizon est une plateforme de forage offshore semi-submersible, à positionnement dynamique conçue pour les très grandes profondeurs.
La plateforme fore des puits de pétrole a plus de 2400 mètres de profondeur grâce à un système de positionnement dynamique doté de 8 propulseurs azimutaux. Chaque propulseur azimutal peut pivoter à 360 degrés pour maintenir la plateforme en position stable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ses jambes se remplissent d'eau de mer pour servir de ballast et stabiliser la plateforme par gros temps. Propriété de la société suisse Transocean, la plateforme est exploitée par British Petroleum pour 496 800 $ par jour. British Petroleum fournit le personnel, l'équipement de forage et affrète des navires de soutien, ajoutant 500 000 $ par jour. À près d'1 million de dollars par jour pour forer un puits de lin de pétrole, on peut dire que la pression est forte pour forer un nouveau puits aussi rapidement que possible et passer au travail plus important de pomper et vendre le pétrole. Elle dispose aussi du système e-drill, qui transmet en temps réel les données de forage au personnel technique à Houston. Deepwater Horizon fore dans les champs pétrolifères Atlantis et Thunder Horse. Elle est considérée comme une plateforme puissante avec un bilan de sécurité exemplaire. En septembre 2009, la plateforme fore le puits de pétrole le plus profond jamais réalisé, atteignant 35 000 pieds dans le champ Tiber, Canyon Kitley, à environ 250 miles au sud-est de Houston. Au cours de sa durée de vie, la plateforme est en fonctionnement pendant 93% de ses jours ouvrables. Le reste du temps est consacré au déplacement entre les sites ou à la maintenance régulière. Elle fait 367 pieds sur 256. Le pont de forage approche la taille d'un terrain de football. Son derrick de forage s'élève à 320 pieds dans les airs et possède 2 grues de chaque côté. Une fois stabilisée, elle atteint une profondeur de 136 pieds. Sous le pont, des quartiers d'habitation accueillent 146 personnes, avec une salle de sport et un cinéma. L'équipage l'appelle l'Hilton flottant. Elle dispose de la technologie la plus récente pour prévenir les éruptions qui surviennent quand du pétrole ou du gaz sous pression s'échappe sans contrôle. Une étincelle lors d'une éruption peut déclencher un incendie majeur, détourner pétrole et gaz, puis sceller et isoler le puits. Elle dispose de systèmes pour prévenir les explosions et d'alarmes pour avertir l'équipage. L'équipage s'entraîne régulièrement à réagir aux situations d'urgence et elle compte des chefs expérimentés. Il dispose d'un obturateur anti-éruption de 400 tonnes au fond de la mer, avec plusieurs méthodes différentes pour fermer le puits en cas d'urgence. La méthode la plus radicale utilise de puissantes cisailles hydrauliques pour couper la tige, sceller et déconnecter l'horizon du puits. Ce système s'appelle système de déconnexion d'urgence ou système de déconnexion d'urgence. Un bouton rouge dans la cabine de forage et sur la passerelle active les cisailles, mais le manuel de contrôle des puits de Transocean indique qu'elles ne doivent être utilisées qu'en circonstances exceptionnelles. Cela pourrait être sans importance car Transocean ne fait pas l'inspection de maintenance de 90 jours, recommandée tous les 3 à 5 ans par le fabricant. Les normes de l'industrie et les réglementations fédérales sont identiques. British Petroleum et un consultant sécurité de Transocean indiquent que le dispositif anti-éruption du Horizon, âgé de 10 ans, aurait dû être inspecté. Transocean décide que son programme d'entretien régulier est suffisant pour le moment. En février 2010, le Deepwater Horizon débute le forage sur le site Macondo, au large de la Louisiane. Le site est la propriété de British Petroleum, Anadarko Petroleum et Moex Offshore. Le 20 avril au matin, l'équipe de forage rencontre ses supérieurs pour discuter de la journée. La tâche principale de la journée est de terminer le puits de l'enfer. Le puits de Macondo a du retard, et le Deepwater Horizon est envoyé pour le remettre sur les rails. Entre février et avril, le Horizon fore vite, ce qui est positif pour l'équipe dont les primes dépendent du respect des délais. Forer vite accroît les risques. Le Horizon affronte des forces géologiques imprévisibles. S'enfoncer vite dans une réserve de pétrole et de gaz sous haute pression à près de 5 km est risqué. Le golfe du Mexique possède des formations instables et poreuses, ce qui rend la tâche encore plus difficile. La boue de forage lourde s'échappe constamment dans les fissures de la roche. La boue est pompée dans le puits pour lubrifier la tête et stabiliser le forage. La boue monte dans le tuyau du puits, emportant les débris rocheux jusqu'à la surface et hors du puits. Sur la plateforme, la roche est séparée de la boue, qui est ensuite repompée pour recommencer le processus. La perte de boue dans la formation rocheuse poreuse réduit la pression exercée sur le pétrole et le gaz en remontée, provoquant des coups de pression violents qui rendent le contrôle du puits difficile. Quelques semaines auparavant, une forte pression avait coincé des outils de forage valant plusieurs millions dans le puits.
Les opérations ont cessé 9 jours, tandis que le gaz s'infiltrait toujours dans la cabane de forage. 2 cadres de British Petroleum et 2 responsables de Transocean rencontrent Jimmy Harrell, directeur de la plateforme. Ils sont venus en avion féliciter l'équipage pour sa sécurité et discuter du planning chargé de la Horizon. La plateforme doit terminer le puits Macondo et effectuer plusieurs réparations avant de commencer 2 autres projets prioritaires pour British Petroleum. Les dirigeants veulent que la Horizon respecte le planning. Les primes dépendent des économies réalisées et du respect des délais. British Petroleum nie avoir fait pression sur l'équipage de la Horizon, mais ses plans pour finir le puits changent constamment pour gagner du temps et augmenter les risques. En début de soirée, il ne reste qu'un test essentiel avant que la Horizon bouche le puits Macondo et poursuive. Lors du test de pression négative, l'équipage remplacera la boue lourde du puits par de l'eau de mer plus légère pour vérifier si la pression augmente dans le pipeline. Cela pourrait signifier que du pétrole et du gaz s'infiltrent dans le tuyau. Il n'existe aucune norme industrielle ni règle gouvernementale. Les instructions de British Petroleum pour le test comptent 24 mots. Les dirigeants de British Petroleum et l'équipe de forage élaborent l'ingénierie, mais ne sont pas d'accord sur les résultats du test. Pendant le test, la pression monte et Wyman Wheeler, responsable du forage, s'inquiète. Un responsable British Petroleum estime que le test s'est bien déroulé, tandis que les chefs de plateforme discutent de la nécessité de le refaire. À 20h, le test est répété. Tout le monde confirme la stabilité du puits Macondo. Dans quelques heures, la tournée de 21 jours de l'équipe de forage se termine et une nouvelle équipe arrive sur la plateforme. Joseph Keith surveille les manomètres de prévention des éruptions. Il n'a jamais vu autant d'activité lors du scellement d'un puits en 7 ans sur l'horizon. Cela le met mal à l'aise. Autant de tâches effectuées simultanément pourraient enfoncer ses instruments, mais il ne dit à personne qu'il s'inquiète de la surveillance du puits. À 20h50, l'équipe de forage pompe la boue du puits pour le préparer au bouchage, réduisant ainsi le poids sur le pétrole et le gaz. Monsieur Ezel, qui est responsable du forage, est debout depuis près de 18 heures. Il vérifie une dernière fois avec l'équipe s'il reste des doutes concernant les tests finaux. Ils lui assurent que tout va bien et lui disent d'aller se reposer. À 21h38, le pétrole et le gaz passent à travers le dispositif anti-éruption de 5 étages de l'horizon, situé sur le fond marin. Le dispositif anti-éruption est un appareil de sécurité, mais si le pétrole et le gaz le dépassent, rien ne les empêche de remonter rapidement les 1500 mètres du conduit vers la plateforme. La boue de forage jaillit alors du puits comme une fontaine. Un ouvrier de plateforme sur un pont supérieur aperçoit la boue huileuse qui jaillit et son entraînement prend le dessus. Il cherche de l'aide pour installer une vanne spéciale sur la tige de forage afin de contenir l'éruption, mais réalise qu'aucun ouvrier n'est présent sur le plancher pour intervenir. Tous préparent la plateforme pour sceller le puits et rentrer chez eux. Boue et eau rebondissent sur le derrick avec une force incroyable. L'éruption fait penser à un moteur à réaction, un hurlement strident. L'ouvrier du pont supérieur rejoint le plancher de forage et est aussitôt trempé. Ses lunettes de protection sont couvertes de boue. Un grutier voit la boue se calmer, pense que l'équipe de forage maîtrise la situation, mais cela éclate à nouveau, plus fort encore. Un nuage de gaz enfumé jaillit d'un tuyau en haut du derrick. L'horizon dispose de 2 moyens pour se défendre contre le pétrole et le gaz qui remontent vers la plateforme. L'équipe de forage peut tourner une vanne et dévier le jaillissement vers la mer, ou elle peut le contenir sur la plateforme en le dirigeant vers un appareil appelé séparateur de gaz de boue. Le séparateur de boue est privilégié pour les petites remontées, car il évite nettoyage et enquête liées à une marée noire. L'équipe de forage essaie de maîtriser le jaillissement avec le séparateur de boue, qui est vite submergé. Un nuage de gaz envahit alors le pont arrière. Les 6 moteurs diesel de l'horizon sont alimentés par des prises d'air au-dessus du pont. Si les moteurs commencent à aspirer de l'air mélangé à du gaz, ils risquent d'accélérer jusqu'à se disloquer. La salle de contrôle se trouve au centre des 6 moteurs principaux. Une console informatique dans la salle de contrôle des moteurs s'allume, avertissant que des capteurs ont détecté du gaz quelque part sur la plateforme. Sur la passerelle, l'équipage ressent une secousse. Kurt Kuchter, le capitaine du navire âgé de 34 ans, sent que quelque chose ne va pas. Il y a un sifflement aigu sur la vidéosurveillance, ils peuvent y voir de la boue voler dans l'océan. Les alarmes de gaz commencent à s'allumer sur la console informatique de la salle de contrôle. Le gaz envahit la plateforme du plancher de forage au pont principal. Toutes les lumières magenta indiquent des niveaux très élevés de gaz combustible. Le système d'alarme utilise de nombreux capteurs stratégiquement placés sur l'horizon.
Quand un capteur détecte un incendie ou du gaz, une alarme s'allume sur les consoles informatiques. Pas seulement sur la passerelle, mais aussi dans la cabine de forage et la salle de contrôle des moteurs. En théorie, donc, toute personne dans l'un de ces 3 lieux peut réagir rapidement au moindre signe de problème. Ce système déclenche automatiquement l'alarme principale pour signaler l'évacuation de la plateforme en cas de détection de gaz à forte concentration. Transocean a supprimé cette fonctionnalité automatique et a réglé l'alarme générale principale pour qu'elle soit activée manuellement. Ce changement, approuvé par les gardes-côtes, a suscité des inquiétudes de sécurité chez l'équipage. Transocean ne voulait pas que les gens se réveillent à 3h du matin à cause d'une fausse alerte. Une jeune officier de passerelle, Andrea Flatas, est de quart avec son supérieur Janse Keplinger, responsable du positionnement dynamique. Elle a été formée à donner l'alerte, et elle sait qu'ils peuvent aussi activer le système d'arrêt d'urgence, mais elle n'a pas été formée à utiliser ce système. Le système d'arrêt d'urgence couperait les ventilateurs de ventilation pour empêcher la circulation du gaz, éteindrait les équipements électriques et limiterait les sources d'inflammation et arrêterait même les moteurs. Cela diffère du système de déconnexion d'urgence sur la passerelle, car aucun de ces dispositifs d'intervention d'urgence n'est activé. Le système d'arrêt d'urgence de Horizon dépend du jugement humain. Transocean a été averti que les membres d'équipage doivent agir rapidement et correctement sous pression, ce qui rend le système d'arrêt vulnérable. Un consultant en sécurité a conseillé à Transocean de modifier le système pour qu'il fonctionne sans intervention humaine. Transocean refuse, estimant qu'un système automatique est moins sûr. La majorité de l'équipage ignore l'urgence en cours. Ils dorment, regardent la télévision, appellent ou publient sur Facebook, tandis qu'une brume de gaz enveloppe le plancher de forage. Seuls les ouvriers combattant l'éruption la sentent et la goûtent. Monsieur Isel, responsable du forage, est réveillé 15 minutes après s'être endormi par un appel du pont de forage. Il tente de combler le puits et demande de l'aide. En traversant le couloir, il croise l'un des cadres de Transocean, qui veut savoir ce qui se passe. Il ne répond pas. Les foreurs ont arrêté les pompes et retiré la boue du puits, mais attendent avant de le boucher. Ils disposent encore du preventeur d'éruption de 400 tonnes équipé de puissantes cisailles hydrauliques pour couper la tige de forage et sceller le puits. Ils préféreraient que quelqu'un d'autre décide. Ensuite, les fluides de forage envahissent le Damon Bay Bankston, un navire de travail de 260 pieds amarré à l'horizon. Le capitaine contacte la passerelle de l'horizon et reçoit l'ordre de s'éloigner. Les hommes en salle de contrôle entendent la conversation avec le Bankston sur leur radio et ont accès au système d'arrêt d'urgence. S'ils soulèvent un couvercle en plastique et appuyant sur un bouton, les moteurs s'arrêteront en quelques secondes. Mais personne n'a donné l'alerte. On leur a dit qu'il y avait un problème de contrôle du puits, mais ils n'ont aucune raison de croire que c'est autre chose qu'un simple coup de bélier habituel. Ils ne savent pas qu'un gaz hautement explosif s'accumule au-dessus d'eux, et il y a un risque de surréagir s'ils arrêtent les moteurs. La plateforme Horizon pourrait dériver au-dessus du puits, risquant d'endommager le matériel de forage et de causer des retards coûteux. Quoi qu'il en soit, ils ne pensent pas avoir l'autorité nécessaire pour déclencher l'arrêt d'urgence. La procédure veut qu'ils attendent et écoutent les instructions venant de la passerelle. Il n'y a aucune communication ou coordination entre la passerelle, la cabine de forage et la salle de contrôle des moteurs, où les hommes restent inactifs. Les voyants d'urgence clignotent sur leur console. Quelqu'un a déclenché un arrêt d'urgence des systèmes électriques et de ventilation près du plancher de forage. La passerelle et la salle de contrôle des moteurs n'ont pas activé l'arrêt d'urgence. Les hommes dans la cabine ont activé un système empêchant une explosion sur le plancher de forage, sans agir sur les moteurs ni la ventilation générale. 2 des 6 moteurs de la plateforme fonctionnent, les moteurs 3 et 6. Ils commencent à accélérer, ils émettent un sifflement aigu. Un dispositif de sécurité, le Rig Saver, devrait arrêter les moteurs s'ils tournent trop vite, mais la tonalité aiguë continue de monter. Dans l'atelier électronique voisin, un écran d'ordinateur explose, suivi des ampoules qui éclatent une à une. Les hommes sur le pont de forage sautent les tuyaux et courent vers les escaliers pour quitter le pont principal. Toutes les lumières s'éteignent, les plongeant dans l'obscurité. Ils descendent les escaliers quand une explosion survient. Le moteur numéro 3 a explosé. La salle de contrôle des moteurs et l'atelier électronique sont les plus proches. La première explosion arrache la porte de l'atelier, blesse un technicien à la tête. Du sang coule sur son visage, il serre une lampe stylo entre les dents et rampe. Il atteint une autre porte, mais une seconde explosion, celle du moteur numéro 6, le projette 10 mètres en arrière.
Il rampe de nouveau et grimpe par-dessus 2 hommes dans la salle de contrôle des moteurs. Il pense qu'ils sont morts car ils ne réagissent pas. Il atteint le pont des canaux près de la salle de contrôle des moteurs. La structure près du moteur numéro 3 a été soufflée, mais les 2 canaux de sauvetage prévus pour 73 personnes sont intacts. Il envisage de lancer un canot tout seul, mais il décide plutôt d'offrir son aide sur la passerelle. 2 minutes après la première explosion, la passerelle déclenche l'alarme générale pour réveiller l'équipage dormant. Les explosions touchant les membres d'équipage de l'horizon inconscient du danger. L'un est assommé en faisant la vaisselle, un autre piégé et blessé dans la buanderie. Un grutier pose la flèche de la grue dans son berceau, puis, en quittant la cabine et descendant l'escalier, il est englouti par la fumée et les flammes. L'onde de choc de la 2e explosion éteint brièvement le feu, mais projette aussi la victime sur le pont, où il meurt dans une mare de sang, le crâne enfoncé. De l'autre côté, le second grutier est projeté à l'arrière de sa cabine, tandis qu'une boule de feu enveloppe le derrick et sa cabine. Monsieur Isel, le chef horreur, est projeté à plus de 6 mètres contre une cloison alors qu'il entre dans son bureau. Il avance à 4 pattes, suivant un courant d'air jusqu'à ce qu'il réalise que c'est du gaz. Il continue de ramper, il doit sortir. Les membres de l'équipage se dirigent vers la passerelle, la salle de contrôle des moteurs et la cabine de forage sont toutes 2 détruites, et la passerelle est le seul centre de contrôle encore debout. Ils trouvent le capitaine Cookter criant sur Andrea Flatus pour avoir déclenché le signal de détresse de l'horizon. Un membre d'équipage annonce que la salle de contrôle des moteurs est détruite. Sans électricité, il est impossible de combattre l'incendie ou de contrôler la plateforme. Le navire est mort, et le capitaine ne semble pas comprendre. 9 minutes se sont écoulées depuis que la boue a jailli sur le plancher de forage. Le capitaine demande à Andrea Flatus de faire une annonce d'urgence, mais, paralysée par la peur, elle refuse. Yancy Keplinger, l'officier supérieur responsable du positionnement dynamique, prend l'interphone et annonce « Feu, feu, feu ». Il reste encore un moyen d'empêcher l'horizon de sombrer. Ils doivent activer le système de déconnexion d'urgence qui ordonnera au preventeur d'éruption de libérer l'horizon et de sceller le puits. Le superviseur du système de prévention des éruptions crie au capitaine d'activer le système de déconnexion d'urgence. C'est la mesure la plus forte qu'il reste pour sauver la plateforme, et il y a encore de la résistance. On dit que Jimmy Harrell, le patron de la plateforme, doit approuver l'utilisation de le système de déconnexion d'urgence. Il est sous la douche quand les explosions commencent. Une explosion déchire sa cabine. Du verre et de l'isolant sont projetés à travers la douche. Son œil blessé, le visage en sang et presque aveugle, il avance vers la passerelle. Lorsqu'il arrive, le capitaine demande la permission d'activer le système de déconnexion d'urgence, ce qu'il approuve immédiatement. Maintenant, ils doivent démarrer les générateurs de secours, ce qui leur donnerait assez de puissance pour lancer l'un des moteurs restants et combattre les incendies. 3 membres d'équipage se rendent aux générateurs sans réussir à les démarrer. Cela n'a pas d'importance car un seul membre des 2 équipes de lutte contre l'incendie parvient à son poste après les explosions. On ne sait pas si c'est un manque d'entretien ou si le système a été endommagé lors des explosions, mais le système de déconnexion d'urgence ne fonctionne pas. L'horizon est lié à un puits qu'ils ne peuvent trop sceller. Il ne reste plus à l'équipage qu'à abandonner la plateforme. Une foule hébétée se dirige vers les canaux de sauvetage, sentant les flammes engloutir le derrick depuis le pont bondé. L'équipage s'entasse dans les canaux. Des hommes crient au patron de lancer les canaux. Le derrick en feu peut s'effondrer à tout moment. Certains pleurent. Le canot de sauvetage numéro 2 part d'abord sans la plupart de ses passagers assignés. Darren Rupinski, patron du canot numéro 1, refuse de quitter des places vides. Des hommes sautent désormais du pont des canots de sauvetage dans le golfe. Certains glissent sur le pont bondé et tombent à l'eau. L'eau du golfe est calme et ceux qui tombent nagent loin de l'épave en flammes. Des réservoirs d'azote explosent sur le pont principal. Les 2 canots partent, laissant au moins 10 survivants sur la plateforme. Les 3 membres partis démarrer les générateurs reviennent sur la passerelle, où Andrea Flatus et Yancy Keplinger sont toujours là. Ils décident donc d'abandonner le navire. Ils trouvent un radeau de sauvetage gonflable, mais peinent à le détacher, le gonfler et le mettre à l'eau, n'ayant jamais pratiqué lors des exercices. De petites explosions éclatent et des vagues de chaleur montent sous la plateforme. Ils mettent le radeau à l'eau mais n'arrivent pas à s'éloigner de la plateforme en feu. Le capitaine Kuchter nage jusqu'à un canot de sauvetage lancé par le Bankston, prend un couteau et revient pour couper le radeau. Les survivants restants sautent du pont d'hélicoptère à près de 60 mètres de hauteur.
Sur 126 membres d'équipage, 11 sont morts, majoritairement de l'équipe de forage à l'épicentre des flammes. En moins de 36 heures, le Deepwater Horizon a sombré sous la ligne de flottaison. Le pétrole a fui du puits jusqu'à son colmatage le 15 juillet, près de 3 mois après l'accident, faisant de cet événement l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. Il me semble que dans les accidents de cette ampleur, la prise de décision est compromise par 3 facteurs. L'incrédulité face au fait que les événements en cours se produisent réellement, ce qui est une réaction très humaine à un événement traumatisant. La première étape du deuil est le déni. Une formation qui encourage à privilégier le remède le moins coûteux en premier recours, ce qui conduit l'équipage à ne pas reconnaître la gravité d'une situation. Et ils doivent déterminer s'ils vont assez loin pour empêcher la situation de s'aggraver. La plupart du temps, la situation a déjà 5 longueurs d'avance sur eux. Je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais pas s'il est possible de créer un obturateur anti-éruption à fonction unique plutôt qu'à niveau multiple de décision. Tout le monde essaye d'éviter d'appuyer sur le bouton parce que le résultat est tellement définitif. Les cisailles. Elles tranchent le tuyau. Cela coûtera des centaines de millions de dollars pour revenir au point de départ. Peut-être que des ingénieurs pourraient leur répondre à cette question. Peut-on imaginer un obturateur anti-éruption qui fermerait le puits comme un robinet et s'ouvrirait aussi vite qu'il se ferme ? Imaginez à quel point chacune de ces décisions pourrait être prise facilement si le robinet pouvait être fermé. Un problème résolu sans la pression du temps, puis 10 minutes plus tard, il est rouvert. British Petroleum et Transocean ont dû payer plus de 20 milliards de dollars d'amendes et de nettoyage, ainsi que d'autres indemnisations non précisées pour les personnes affectées par l'accident ou la marée noire. Les analystes indiquent une perte brute trimestrielle de 17 milliards de dollars pour British Petroleum dans les mois qui ont suivi l'accident. En 2011, leurs bénéfices bruts annuels rebondissent pour atteindre environ 60 milliards de dollars. Explosion. Incendie sur la plateforme Piper. Tout le personnel a évacué. Bon sang, c'est vraiment en train de brûler, n'est-ce pas ? Le 6 juillet 1988, la plateforme pétrolière Piper Alpha explose et coule dans la mer du Nord, tuant 165 hommes dans ce qui peut presque être décrit comme une suite d'événements raisonnables. Au début des années 70, un groupe de 4 compagnies collabore pour explorer et trouver du pétrole en mer du Nord. En 1972, ils obtiennent une licence d'exploration et en 1973 découvrent le champ pétrolier Piper. Les 4 compagnies créent la coentreprise Occidental Petroleum Company Limited, Occidental Petroleum Company Limited, et construisent la plateforme Piper Alpha et les pipelines vers le terminal pétrolier de Flotta sur les îles Orcades, chargé de recevoir et traiter le pétrole. La plateforme Piper Alpha, construite par McDermott Engineering et Union Industrial Enterprise en 4 modules séparés par des murs coupe-feu, est assemblée en 1975 sur le site de McDermott à Ardesier, Écosse, puis acheminée par flottaison jusqu'au champ pétrolier Piper, situé à 475 pieds de profondeur. Le module A sert au forage, tandis que le module D, situé à l'opposé de la plateforme, abrite les quartiers d'habitation. Les modules sont disposés pour éloigner les activités à haut risque des zones du personnel, comme les quartiers d'habitation et la salle de contrôle. En 1976, la production de pétrole commence avec 250 000 barils de pétrole par jour et augmente à 300 000 barils par jour lors de la première phase de production, qui est limitée uniquement au pétrole. Piper Alpha est la plateforme pétrolière centrale. Le principal oléoduc va de Piper Alpha jusqu'à Flotta. La plateforme Claymore pompe du pétrole dans l'oléoduc principal à 20 miles à l'ouest de Piper Alpha et Tartan envoie son pétrole vers la ligne principale via Claymore. Piper Alpha transporte son propre pétrole alors que Tartan rejoint la conduite à Claymore. Piper Alpha est l'une des plateformes pétrolières majeures de la mer du Nord. En 1978, une reconstruction majeure est lancée afin de se conformer aux exigences britanniques de conservation du gaz, pour capter le gaz qui est habituellement torché ou brûlé comme sous-produit de l'extraction du pétrole. À la fin de 1980, un module de conservation du gaz a été installé dans les modules B et C, entre la salle de contrôle et le puits de forage, afin de capter le gaz et de le transporter jusqu'à Saint-Fergus, au nord d'Aberdeen en Écosse. La salle de compression du gaz et la salle de contrôle sont séparées par un mur coupe-feu.
Le gaz et le pétrole sont issus de la production de phase 2. Tartan et Claymore pompent tous deux du gaz vers Piper Alpha, qui à son tour envoie tout le gaz vers la plateforme de compression MCP1, située à 30 miles au nord-ouest de Piper Alpha, puis vers Saint-Fergus sur le continent. La production pétrolière et gazière de la phase 2 progresse dans les années 80. D'importants travaux de reconstruction et maintenance sont prévus en fin de décennie. En juillet 1988, 6 grands projets sont en cours, y compris le remplacement du module de conservation du Gaz Occidental Petroleum Company Limited. Il était initialement prévu de rediriger le gaz de Tartan et Claymore, puis d'arrêter complètement Piper Alpha pendant la reconstruction. Pour maintenir la production, ils ont adopté des mesures de sécurité raisonnables. Durant toute la rénovation, ils produisent toujours 120 000 barils de pétrole par jour. Afin de remplacer le module de conservation du gaz sur Piper Alpha, la plateforme revient à la production de phase 1 où elle produit du pétrole et brûle le gaz en torchère. Le module de conservation du gaz est retiré. Le gaz provenant des plateformes Tartan et Claymore est toujours acheminé via Piper Alpha. À midi le 6 juillet 1988, deux pompes à condensat A et B séparent le condensat du gaz afin qu'il puisse être traité davantage dans différentes usines. Le condensat, forme légère de pétrole brut, se sépare du gaz lors des variations de pression et de température entre le puits sous-marin et la plateforme. La pompe A est arrêtée pour inspection et entretien semestriel. D'abord, la soupape de sécurité de pression située à plusieurs mètres sur la même conduite sera inspectée et entretenue. Un ingénieur la retire. Le tuyau de condensat ouvert est temporairement scellé avec un couvercle à disque, qui est un disque métallique plat. Le couvercle est serré à la main pour faciliter le remplacement de la soupape de sécurité après entretien. À 17h55, l'inspection et l'entretien ne sont pas terminés. À la fin de son service, l'ingénieur remplit un permis qui indique que la pompe A n'est pas prête et ne doit en aucun cas être mise en marche. À 18h, l'équipe de jour termine et l'équipe de nuit commence. 62 hommes travaillent sur Piper Alpha, tandis que 164 mangent, dorment et se reposent dans les quartiers d'habitation. Le chef d'équipe est occupé, alors l'ingénieur place le permis dans la boîte d'équipement concernée et part sans discuter du raccord desserré. À 18h, l'équipe de plongeurs de Piper Alpha change aussi. Ils plongent sous le labyrinthe de tuyaux. Au début de leur service, ils descendent dans un escalier en acier et s'équipent sur une plateforme métallique. La plateforme de préparation se trouve sous le module B de traitement du pétrole, qui peut devenir glissant. Pour remédier à cela, la plateforme métallique est perforée de trous. Ces trous remplissent de 2 fonctions. Les bords surélevés assurent une meilleure adhérence aux travailleurs et laissent l'huile s'écouler par les trous, évitant ainsi l'accumulation dangereuse. Les plongeurs retirent leurs bottes avant de mettre leurs combinaisons étanches. Mais ces trous perforés sont tranchants, ce qui est bon pour l'adhérence, mais pas agréable pour rester debout pieds nus. Alors les plongeurs prennent la décision raisonnable d'installer un tapis en caoutchouc, ils s'équipent et entrent dans l'eau à 19h. Piper Alpha dispose d'un système automatique de lutte contre l'incendie. Si un feu est détecté, le système se déclenche automatiquement. Les pompes diesel. Ces pompes diesel aspirent d'énormes quantités d'eau de mer à 36 mètres sous la ligne de flottaison, puis un réseau de tuyaux arrose les pompes pour éteindre toute flamme. Lorsque des plongeurs sont dans l'eau, le système de lutte contre l'incendie est placé en mode manuel. Si les pompes se mettent en marche automatiquement et qu'un plongeur se trouve près de l'entrée à 36 mètres, il pourrait être aspiré contre la grille d'admission et, au mieux, rester coincé jusqu'à ce que les pompes soient arrêtées ou être écrasé par l'eau qui se précipite pour remplir le tuyau d'admission. Sur Claymore, gardez le système automatique activé tant que des plongeurs sont dans l'eau, sauf s'ils travaillent à moins de 3 à 5 mètres du tuyau d'admission. Dans ce cas, comme sur Piper Alpha, ils désactiveraient le système automatique et fonctionneraient en mode manuel en cas d'incendie. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité ont recommandé que Piper Alpha adopte la même procédure. Mais avec tous les travaux de reconstruction et de maintenance en cours, la décision est prise de mettre cela en œuvre plus tard. Le 6 juillet 1988, aucun plongeur ne travaille près des tuyaux d'admission. Plus haut dans le pipeline, la glace de méthane provoque un blocage, ce qui arrête automatiquement la pompe B à 21h45 pour éviter une montée de pression dans le pipeline. Et les ingénieurs ne peuvent pas la redémarrer. Les ingénieurs parlent avec le chef d'équipe pour savoir s'ils peuvent redémarrer la pompe A.
Il lit le permis de travail pour la pompe A et constate que l'inspection et la maintenance prévues n'ont pas encore commencé. La pompe A est fonctionnelle. Et tout comme déplacer l'entretien annuel de votre voiture d'un jour à l'autre, il est raisonnable de reporter l'inspection et de démarrer la pompe A afin de réduire la pression dans le pipeline pendant qu'il dégage dans le blocage. Cependant, le permis pour l'entretien de la soupape de sécurité du même pipeline se trouve dans une autre boîte à équipement, car la pompe et la soupape sont situées à des endroits différents. Ainsi, il ignore l'instruction de ne jamais démarrer la pompe A. Pressé de rétablir l'écoulement du pipeline et focalisé sur la pompe A, le chef d'équipe autorise son démarrage sans savoir que la plaque de la soupape de sécurité est seulement serrée à la main. De plus, la soupape de sécurité, située à plusieurs mètres et à un autre niveau, échappe à la vue des ingénieurs qui ignorent qu'elle a été retirée. À 21h52, la pompe A démarre. Le condensat s'écoule et aussitôt un sifflement se fait entendre. Du gaz s'échappe par le disque métallique serré à la main couvrant la soupape de sécurité. Les alarmes de gaz retentissent et les hommes sur la plateforme cherchent rapidement la fuite. À 21h55, le condensat volatile s'enflamme et une explosion traverse le mur coupe-feu, séparant le module de conservation du gaz du centre de contrôle. La salle de contrôle est presque détruite et plusieurs membres clés du personnel sont tués dans l'explosion. Jeff Bolans, chef d'équipe, survit à l'explosion et active l'arrêt d'urgence, fermant les vannes principales et stoppant l'extraction de gaz et de pétrole. Il s'échappe ensuite de la zone avec d'autres hommes valides. Des débris de l'explosion endommagent un petit tuyau de condensat qui s'enflamme dans la flamme de l'explosion. Aucune alarme n'est activée dans le module D, les quartiers d'habitation de la plateforme. Et comme le centre de contrôle a été détruit, personne ne donne ni ne reçoit d'instructions pour évacuer. Les opérateurs de Tartan et Claymore remarquent un problème en voyant les explosions illuminer le ciel à une vingtaine de miles. Mais ils continuent à pomper du pétrole et du gaz parce qu'ils n'ont pas l'autorité pour arrêter la production, ce qui pourrait prendre des jours à redémarrer. À 22h04, l'opérateur radio David Kinraid envoie un appel de détresse Mayday. Explosion et incendie sur la plateforme Piper. Tout le personnel a évacué. À 22h05, la station de garde-côte d'Aberdeen envoie l'hélicoptère Seeking Rescue 138 de la base de Lossiemouth. La Royal Air Force dépêche un Hawker, Sidi Nimrod, depuis leur base de Kinloss pour agir en tant que commandant de scène de secours 1. Les navires de soutien en mer du Nord entendent le Mayday et se tiennent prêts à agir comme secours ou hôpitaux flottants. À 22h06, dans le module B, un réservoir de pétrole brut se fissure sous la chaleur. La zone est vite inondée, le pétrole s'enflamme et dégage une épaisse fumée noire. L'huile en feu coule sur la plateforme de préparation des plongeurs et commence à s'accumuler sur le tapis en caoutchouc qu'ils ont installé. Le feu qui s'accumule grandit jusqu'à 22h20, moment où il perce le pipeline Tartan, qui se rompt de façon explosive, alimentant l'enfer avec près de 30 tonnes de gaz par seconde. Les marins sur des navires à plus d'1 mile ressentent l'explosion dans l'air. À 22h30, le navire de soutien Taros s'approche de Piper Alpha. Elle agit comme un navire multifonctionnel avec logement, hôpital, équipe de plongée en saturation, installation de recherche et sauvetage et canon à eau haute pression. Elle utilise ses canons à eau lorsque c'est possible, mais ils sont trop puissants pour être utilisés à pleine puissance, ce qui pourrait blesser ou tuer toute personne touchée par l'eau à haute pression. Une zone de triage et réception est installée sur le pont hélicoptère, avec un médecin offshore et des paramédics plongeurs de l'équipe de plongée Teros. Le Sandaven arrive et lance un bateau rapide pour rechercher des survivants dans l'eau. À 22h50, le pipeline vers la plateforme gazière MCP1 cède et explose. Le gaz en expansion s'échappe à nouveau du pipeline et projette des flammes à plus de 300 pieds dans les airs. Le bateau de sauvetage rapide du Sandaven est bloqué par les débris de l'explosion. La structure en acier de Piper Alpha fond, forçant le Teros à battre en retraite à cause de la chaleur. La plateforme Claymore arrête de pomper vers Piper Alpha, mais le pipeline de 20 miles contient encore un excédent de condensat et de gaz sous haute pression. Les hommes sur Piper Alpha sautent soit de la plateforme dans les eaux glacées de la mer du Nord, soit ils sont piégés dans les quartiers d'habitation, le module D, qui se remplit de fumée noire.
Mark Reed pense à son petit garçon de 14 semaines alors qu'il saute de 53 mètres depuis l'héliport. À 23h18, la conduite de gaz de Claymore se rompt et explose. La pression accumulée dans le pipeline, combinée au gaz du pipeline Tartan, alimente l'incendie pendant des heures. À 23h35, l'hélicoptère Seeking 138 de l'Ocimut arrive et la logistique pour transporter survivants et personnel clé entre les navires et l'hôpital continental débute. Le personnel non essentiel est évacué et remplacé par des ambulanciers d'autres plateformes et navires. À 23h52 après la première ignition de la pompe, une soupape de sécurité et la structure s'effondre. L'incendie, alimenté par les conduites de gaz qui remontent de la mer sous Piper Alpha, brûle à plus de 1800 degrés Fahrenheit. Cela a fait fondre la base de la structure et maintenant l'infrastructure commence à s'effondrer dans l'océan. Ensuite, le module D, les quartiers d'habitation, passe sous la ligne de flottaison, avec près d'une centaine d'hommes attendant le signal d'évacuation. Le navire de recherche et de sauvetage du Sandaven, piégé, est entraîné dans la structure qui coule. 2 membres d'équipage du bateau sont tués, ainsi que 6 membres de l'équipage de Piper Alpha qu'ils avaient déjà sauvés de l'eau. Le capitaine est le seul homme à survivre. À minuit 45, le module de forage A est tout ce qui reste. Dans les heures suivantes, des bateaux et hélicoptères de secours repèrent survivants et corps. À 7h25, les derniers rescapés sont transportés à l'hôpital d'Aberdeen. 167 hommes sont morts, 61 ont survécu. 30 corps restent introuvables. Il faut 3 semaines à une équipe spécialisée de pompiers pour éteindre l'incendie. Fin 1988, une équipe de plongée en saturation a récupéré le module d'habitation D à 475 pieds de profondeur, ainsi que les corps de 87 hommes piégés à l'intérieur. Même s'il n'était pas réaliste d'espérer ce résultat, les décisions prises étaient raisonnables. Tant que ces décisions restaient isolées, Piper Alpha fonctionnait dans une sécurité relative. Mais lorsque ces décisions se sont alignées, elles ont créé une séquence d'événements mortels.